Bonjour, bienvenue. Ravi de vous accueillir toutes et tous à la Cinémathèque pour cette projection évidemment de L'Exorciste. On est en fin de rétrospective intégrale des films de Friedkin. Je crois que demain, il y a encore Cruising et vous aurez tout vu ou tout revu. Pour les autres, il faudra revenir. Voilà. Et puis maintenant, donc, projection de L'Exorciste. Avant toute chose, parce que Jean-Baptiste Auré et moi-même, ben, ça nous importe, pour ce qu'on aurait envie d'échanger avec vous, qui voit le film pour la première fois? Petit. Un quart. Et qui voit le film pour la première fois sur grand écran? Ah oui. Voilà. Et pour la 10e fois. Ah, et qui voit le film pour la 10e fois? Voilà, vous avez compris le statut du film. Tout de suite, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste pour qu'il vous dise quelques mots d'introduction. Après la projection, on se retrouvera avec lui pour avoir un dialogue entre nous, puis avec vous, sur le film, sur son tournage et sa jeunesse compliquée, sur évidemment les interprétations possibles du film, juste presque une timeline ou quelques éléments de chronologie pour celles et ceux qui voudraient se repérer dans le temps de l'histoire du cinéma. Le livre de William Peter Blatty, L'Exorciste, sort aux États-Unis à l'été 1971. C'est après un démarrage hésitant, le film devient un carton et un best-seller. Les droits du livre avaient déjà été achetés par Warner Bros. Avant parution, si bien que le film se met en route. Pour des raisons sur lesquelles on reviendra dans la discussion, le livre sort à l'été 71. En janvier 1972, William Friedkin est l'auteur du roman, qui est aussi producteur du film, William Peter Blatty, commence l'écriture de l'adaptation. Le tournage commence à l'été 72. Un an après, il se termine. Donc on est à l'été 73. S'ensuivent 6 mois de post-production du film, sur lesquels là aussi on pourra revenir parce que c'est documenté, y compris par William Friedkin lui-même dans ses mémoires. Et le film sort en salle le 26 décembre 1973, donc un an et demi après la parution du livre. Et là, c'est un succès parmi les plus grands de l'histoire du cinéma hollywoodien. Voilà ce que je voulais vous dire comme apéritif ou comme introduction au film. Jean-Baptiste, quelques mots d'introduction pour dire, soit sur, tu me disais la bande-annonce, ou sur Friedkin lui-même. Oui, non, mais je ne vais pas vous parler du film. D'abord, comme moi ça me parle de L'Exorciste, on verra si on y arrive après. C'est un film qui a été tellement vu, commenté, il y a eu tellement d'analyses, de livres, même sur, c'est sans doute le film le plus commenté de William Friedkin. Et non, je voulais dire deux micro-choses, parce qu'on en parlera plus en détail sans doute après. Un, j'ai trouvé que la bande-annonce était formidable, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la personne qui l'a faite, a complètement capté, à mon avis, ce qu'est l'esprit de William Friedkin, c'est-à-dire que des gens en gros plan qui regardent de façon hallucinée quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Ça, c'est cinéma William Friedkin. L'Exorciste, Sorcerer, To Live and Die in LA, French Connection, Rampage, etc. Donc le fait d'avoir saisi comme ça ces visages en gros plan qui regardent quelque chose ou qui sont face à une image qui n'arrive pas complètement à décoder, et peut-être parfois c'est une image intérieure, je trouve très intelligent, et surtout ce rapport à la course, à la vitesse, évidemment. Hein, c'était deux personnages qui vont toujours, vous le verrez un peu même dans L'Exorciste, il y a aussi cette idée, hein, des personnages qui vont toujours au contact du mal ou du diable, etc. Donc je ne voulais pas vous parler du film, d'une anecdote qui m'est revenue alors que j'arrivais à la Cinémathèque. C'est que j'avais, au milieu des années 2010-2011 par là, un projet de documentaire sur et avec William Friedkin. Et voilà, c'est à une époque j'avais envie de faire un documentaire sur lui. Et je le voyais de temps en temps quand j'allais quand j'allais aux États-Unis. Et donc, il venait assez régulièrement Friedkin, en fait, à Paris. Et un jour, donc, il est à Paris, et donc je lui dis, bon, bah, écoutez, vous êtes là, on va en profiter pour filmer. C'est des documentaires qu'on fait comme ça un peu au long cours, on le filme aux États-Unis ou à Paris, etc. Et donc, j'arrive avec l'équipe au Ritz, parce que c'est là, quand il était à Paris, il descendait toujours, le Ritz, place Vendôme, c'était son endroit, son royaume, hein, comme tu disais, les anciens pauvres des années 60. Et donc, je vais le voir, et je lui dis, bah voilà, ce serait sympa qu'on descende dans la rue, et puis qu'on n'aille pas très très loin des endroits où Melville a tourné certaines séquences de ses films. On est dans la rue, et je vous pose des questions, vous vous baladez. Il dit d'accord, il se prépare, il se met en tenue friedkinienne, vous avez tous vu Friedkin, son pantalon haut, enfin
il avait un look particulier. On sort dans la rue et on commence à filmer. Donc il se balade, moi je lui pose des questions et on est place Vendôme. Donc place Vendôme, il y a que des touristes. Et je vois un groupe en fait de jeunes touristes, néerlandaises ou allemandes, je ne sais plus précisément, qui commencent à être un peu intéressés par le fait qu'il y a une petite équipe avec une grosse caméra, un perchman, quelqu'un qui pose des questions, un monsieur qui est filmé, a priori il est important. On est avant les réseaux sociaux, ça c'est le début. Hein. S'il y a une caméra, c'est qu'il y a quelqu'un qui vaut le coup en face, devant l'objectif. Et il y en a une qui comprend qu'en gros c'est moi qui pose les questions. Et elle s'approche de moi et me dit mais c'est qui ce type que vous filmez là dans la rue? Est-ce que je devrais le connaître? Ben, je dis écoutez c'est William Friedkin. C'est comme si j'avais absolument rien dit. Elle retourne voir ses copines lui disant c'est Friedkin, pas qui c'est, enfin peu importe, aucun intérêt. Machin. Et elle virevolte comme autour de nous, et Friedkin, on termine la prise, et Friedkin me dit, mais alors, qu'est-ce qu'elle voulait, ces jeunes filles? Je voulais savoir qui vous étiez, j'aurais dit, et alors, elle dit, c'est pas passé grand-chose, etc. Et Friedkin avait toujours un côté un peu orgueilleux, comme ça, moi, William Friedkin, vous ne connaissez pas. Donc, il les appelle, et donc elles arrivent, commencent à discuter, et donc elle dit, voilà, alors, je leur dis, c'est William Friedkin qui a fait, et l'exercice ne me vient pas à l'esprit tout de suite. Je leur dis, il a fait French Connection, Sorcerer, To Live and Die in LA, Rampage, Brings Job. Vraiment silence radio, j'ai l'impression d'avoir des poissons rouges dans l'aquarium. Et puis après, j'ai dit, ah oui, il a aussi fait l'Exorciste. Et alors là, le visage de ces touristes s'est complètement métamorphosé. Elles ont toutes plongé dans leur sac, sortir un calepin, etc. Est-ce qu'on pouvait avoir un autographe? Et tout de suite, elles ont demandé un autographe. Elles ne savaient toujours pas comment le type s'appelait. Mais par contre, c'est l'homme qui avait fait l'Exorciste. Et pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que on avait peut-être déjà un peu parlé à l'époque quand on était venu parler de Bogdanovich. La grande chance de Friedkin, c'est qu'il a réalisé, comme quelques autres cinéastes, un film qui a complètement dépassé, de certaine manière, l'histoire du cinéma. Hein. Il y en a eu quelques-uns comme ça, Scorsese, Taxi Driver, Coppola et Parrain, De Palma et Scarface, des films qui ont complètement dépassé le champ du cinéma pour vraiment rentrer dans le domaine de la pop culture. Et quand L'Exorciste sort à l'époque en salle le 26 décembre 1973, comme tu le disais, en fait tout le monde s'empare du film et presque bien au-delà de la question du cinéma, de l'histoire du cinéma et de Friedkin. Ça devient un sujet de société, la sortie de L'Exorciste, sur lequel les gens auront d'ailleurs des interprétations parfois différentes et même complètement opposées. Hein. Il y a certains verront noirs alors que c'est blanc et vice-versa. Donc je voulais vous raconter ça parce que le statut d'exorciste, et Friedkin restera toute sa vie, et moi qui l'ai un peu côtoyé quand même bien après, restera toujours resté l'homme qui avait fait l'exorciste, comme Toby Hooper était l'homme qui avait fait Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est évidemment une grande chance et aussi un peu une malédiction. Et dernière chose aussi, c'est que ce qui est passionnant avec Friedkin, et dans le cadre de l'exorciste, c'est que, en fait, quand il termine le film et que le film sort, on se rend compte, et sans doute il ne le savait pas à l'époque, mais on le saura 15-20 ans plus tard, qu'il n'en a jamais vraiment eu fini avec ce film. Il y a quelque chose dans l'exorciste qu'il a travaillé toute sa vie, dans les différents rapports qu'il a eu avec William Peter Blatty, l'auteur du roman, quelle version va sortir pour l'anniversaire, le 25e, le 30e, etc. Il est revenu sur la question de l'exorcisme, et surtout, il faisait, dernière chose, après j'arrête, c'est promis, il tournait un an après un documentaire avec Fritz Lang. Vous avez peut-être vu, qui est une conversation avec Fritz Lang qui date de 1974, un an après la sortie de l'Exorciste, à peine quelques mois. Il va voir Fritz Lang, et c'est intéressant ça se trouve sur YouTube, vous pouvez trouver conversation avec Fritz Lang, à moins que vous l'ayez diffusé ici. Je suis pas sûr pour les montrer cette fois-ci, mais... Donc c'était pas une intégrale. On aurait dû. Non. Et regardez, c'est absolument passionnant parce qu'on a Friedkin, l'homme qui vient de faire l'exorcisme, qui devient un peu l'espèce de grosso modo d'expert en démonologie, hein, qui tente de travailler Fritz Lang pendant 1h30 en lui parlant uniquement de la question du mal. Les démons, le mal, quel est votre rapport à ça? Et on voit que Fritz Lang n'est jamais d'accord avec Friedkin, mais la conversation elle est absolument passionnante, aussi parce qu'elle s'inscrit d'une certaine manière dans la lignée du film que lui vient de faire qui s'appelle L'Exorciste. Voilà, je n'en dis pas plus, on en parlera juste après. Merci beaucoup. Je vais ajouter un mot par rapport à ce que disait Jean-Baptiste sur les différentes versions. Celle que vous allez voir, j'allais dire, c'est l'original, et la seule. C'est-à-dire que c'est la version de 1973. Elle est devenue très difficile à voir parce que, comme Jean-Baptiste Aurel disait, il y a eu des anniversaires, des repentirs, il y a eu un remontage du film en 2000, qui est sorti en 2000, qui était plus a priori la volonté de Friedkin, mais plutôt celle de William Peter Blatty.
remontage très contestable, mais qui est celui qui circule le plus. À la Cinémathèque française, on a la chance d'avoir une copie dans les collections, copie d'époque, en bon état. C'est ça qu'on va vous montrer. Donc c'est la version sortie en 1973 de L'Exorciste de William Friedkin. Voilà, bonne projection, et on se retrouve après. Voilà, on va laisser celles et ceux qui veulent aller se remettre dehors. Je pense qu'il n'y a pas eu, comme en 73 ou 74, d'évanouissement, ni de fausses couches, ni de vomissements dans la salle. Donc bon, le temps passe. Peut-être on se disait aussi, pour se remettre doucement, on se disait avec Jean-Baptiste que peut-être le plus simple, c'est de repartir du début et de donner quelques informations avant le film sur le roman, sur le livre de William Peter Blatty, et puis éclairer un peu la personnalité de Blatty. Je vais laisser Jean-Baptiste en parler. La chose que je peux dire, c'est en ayant lu le roman, que ce qui frappe dans le roman, ce sont plusieurs choses. C'est d'abord la composition d'ensemble, la structure. C'est très bien composé entre les différents personnages, donc si bien qu'effectivement, comme on dit aux États-Unis, on ne peut pas le lâcher, c'est un page-turner, c'est un livre qui, lorsqu'on le commence, a une force d'entraînement et captive du fait de la composition, de la manière dont les personnages se succèdent. Et puis l'autre dimension, c'est que quasiment tout le livre est sous forme dialoguée, qui vient sans doute de la formation de Blatty ou de ses expériences antérieures, on va y revenir, mais si bien que ça se lit très très bien, que c'est d'emblée, sinon visuel, du moins évocateur, puisque tout quasiment est sous forme de dialogue, questions, réponses, retours, etc. Et la troisième chose que je voudrais dire du roman, me semble-t-il, c'est que ce qui en fait la force, et sans doute est-elle passée dans le film ou a-t-elle été préservée dans le film, c'est qu'à aucun moment le livre n'est, je dirais, surplombant, ironique, semblant en quelque sorte ménager un second degré. On peut dire que c'est clairement un livre, presque un roman apostolique. C'est un roman, d'une certaine manière, presque fait pour la conversion, en tout cas qui prend très au sérieux la question de la possession, la question de l'exorcisme, la question du bien et du mal, la question d'un Dieu et d'un diable. Bref, je pense que c'est ce qu'on peut dire de manière rapide du roman, et qui éclaire un peu certaines qualités du film, parce que Blatty et Friedkin étaient proches, en tout cas, on pourra revenir sur leur amitié, mais toujours dit, voilà, est-ce que de Blatty, tu veux dire aussi un peu d'où il vient, ce qu'il a fait, ou comment il en est arrivé, en quelque sorte, à ce roman que je qualifierais d'apostolique? Oui, parce qu'en fait, d'abord, William Peter Blatty, ça restera l'homme de l'exorciste. En fait, toute sa vie, il n'a pas arrêté à la fois d'en reparler et de pousser Friedkin à faire la version que lui souhaitait au départ de l'exorciste. Parce que William Peter Blatty, en deux mots, cette histoire de l'exorciste, celle dont tu parlais, en fait, elle a une origine qui est connue, mais on peut rappeler, c'est une sorte de petit garçon qui a à peu près l'âge de Regan dans le film. Regan, elle a 12 ans dans le récit, elle a 14 ans, Linda Blair, quand elle tourne. Peut-être qu'on y reviendra parce que c'est important. Le fait qu'on dit qu'elle a 12 ans, mais elle a un corps de 14 ans, ce qui n'est pas exactement la même chose du point de vue du rapport à l'enfance, à l'adolescence, à la puberté. Donc on voit que Linda Blair, elle a 14 ans. Mais à l'origine, c'est un petit gamin dans le Maryland qui avait été lui aussi, a priori, possédé, victime d'un démon, et qui avait subi un exorcisme. Et on était en 49 à ce moment-là. Et quand William Peter Blatty fait ses études, il fait des études de jésuite. Enfin, il est très croyant, William Peter Blatty. Hein. C'est pas, comme tu le disais, c'est pas du tout un roman pamphlétaire, c'est pas un roman à charge, un roman contre. C'est un roman qui cherche, au contraire, à convertir. D'où tous les débats qu'ils auront avec Friedkin, et notamment sur la toute fin. Peter Blatty trouve que la fin du film, elle est déprimante, et qu'on a l'impression que le démon a gagné.
Alors on pourra en parler, ce qui est quand même étrange, parce que me semble-t-il, c'est pas du tout ce qui est dans le film. Il ne me semble pas du tout que le démon a gagné. Mais en tout cas, William Peter Blatty considère qu'il a envie de mettre en scène cette espèce de combat, de conflit entre la lumière et les ténèbres. Et qu'à la fin, le spectateur il sort un peu déprimé parce qu'il pense que les ténèbres ont gagné, puisque le père Carras est mort. Bon. Moi je pense que le film dit le contraire, grosso modo. En tout cas, il y a un moment de répit, de suspension, on y reviendra. Et donc, Blatty, au début, il entend donc parler, alors qu'il est étudiant de cette histoire-là, qui le fascine, qui l'intéresse, et au début, ils vont en faire une enquête. Il ne s'agit pas du tout d'en faire un roman, mais d'en faire plutôt une sorte de récit d'enquête, comme une sorte de travail de journaliste un peu gonzo. Bon, je passe tous les détails, et peu à peu, il va se mettre à écrire donc cette espèce de roman qui s'appelle L'Exorciste. Il ne faut pas oublier qu'il écrit à la fin des années 60, et entre-temps, Blatty est devenu notamment scénariste. Il a été scénariste, William Peter Blatty, donc il travaille à Hollywood, et plutôt pour des comédies. Donc pour lui, c'est vraiment un changement de braquet colossal, puisqu'il écrit des comédies, il a travaillé notamment pour Blake Edwards, qui a dû faire La Guerre Papa. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, c'est lui qui en a écrit le scénario. Quand l'inspecteur s'en mêle, et pour La Panthère Rose, c'est lui qui en a écrit le scénario. Mais il n'arrive pas du tout, pas vraiment à avoir le succès qu'il faut, puis d'un seul coup, donc il va écrire ce roman L'Exorciste, qui est un roman véritablement sérieux. Et à partir de là, alors la rencontre en fait entre Blatty et Friedkin, pour aller vite, elle a lieu, je crois, en 65-66. Alors que Friedkin, lui, n'est à peu près personne. Il est en train, il va faire, ça va être le moment où il va faire ses premiers films, c'est son 7e, L'Exorciste. Mais en fait, on a du mal, même peut-être moins maintenant, et grâce à la rétro, à tout ce qui a été écrit, on identifie peu Friedkin avant French Connection. Alors qu'il a fait des films, Les Garçons de la Bande, Good Times, etc. Il a fait des films un peu arty. Et d'un seul coup, il va lui aussi changer de braquet et faire French Connection. Et on dit que c'est suite à une rencontre avec Howard Hawks, parce que Friedkin sortait avec la fille de Howard Hawks, que Howard Hawks lui dit arrête de faire tes conneries, de films arty, européens, etc. Fais des films d'action américains, c'est ça qu'il faut faire. Et là, Friedkin rentre chez lui, parce que les films n'ont pas marché, et puis il a sa propre révélation, pour le coup. Il dit oui, c'est ce que je vais faire. Et c'est comme ça que va arriver French Connection. Donc le Friedkin d'avant, c'est à la fois du Friedkin, mais pas complètement constitué. Et en fait, en 65, Friedkin, c'est un jeune cinéaste, né à Chicago en 1935, qui vient du monde plutôt de la télévision et du documentaire, pour des chaînes locales de Chicago. Et la question documentaire a une importance énorme dans la carrière de Friedkin, et même là, on le voit d'ailleurs, et surtout dans French Connection, son premier film. Et un jour, il est donc contacté par Blake Edwards, qui cherche un jeune réalisateur pour adapter, ou en tout cas réaliser la version cinéma d'une série que Blake Edwards a créée en 1958, qui s'appelle Peter Gunn. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Donc série à succès, avec Rex Stevens dans le rôle de Peter Gunn, cette espèce de détective un peu charmant, etc. Et donc Friedkin est très touché par le fait que Blake Edwards l'appelle. Il va chez Blake Edwards. William Peter Blatty est là, parce que Blatty écrit, travaille, fait partie de la garde rapprochée de Blake Edwards, et Blake Edwards lui donne le scénario de Peter Gunn, et Peter Blatty, qui avait déjà pas la langue dans sa poche, lui dit en gros c'est Friedkin, c'est vraiment de la merde ce scénario. Et alors là, Blake Edwards, qui lui était à Friedkin, mais 20 ans avant, le prend extrêmement mal. Il dit, mais t'es qui toi pour me dire que mon scénario c'est merdique, etc. Et Friedkin, lui, je préfère ne pas faire de film plutôt que tourner ça. Et à l'époque, William Peter Blatty est dans la salle, lors de la réunion, et est assez touché par le culot de Friedkin. Il dit, ce type-là, il est intéressant, avoir osé dire ce que personne ne faisait avec Blake Edwards, qui avait plutôt une cour autour de lui, oser dire que le sérieux de Peter Gunn n'était pas bon, donc c'est resté dans un coin de la tête de William Peter Blatty, cette rencontre un peu explosive avec Friedkin, lui avait bien rigolé d'ailleurs pendant la réunion, et à la fin des années 60, 70, quand il se met à écrire le roman, la Warner achète les droits, etc., il va donc falloir trouver un réalisateur pour L'Exorciste. Mais à l'époque où les pourparlers commencent à avoir lieu, puisque William Peter Blatty vend les droits d'auteur, je vais un peu vite, mais à la Warner, et donc il est à la fois crédité comme scénariste et comme coproducteur. Donc il a un rôle colossal, William Peter Blatty. On peut même dire que sans Blatty, L'Exorciste de Friedkin n'aurait pas vu le jour. Puisque la Warner dit, bon, il faut tout proposer à quelqu'un, et on est au tout début des années 70, et donc les producteurs de la Warner commencent à faire un peu le tour des différents réalisateurs possibles.
Et Friedkin n'est pas du tout, évidemment, dans ce tour-là. Et donc, ils font appel à plusieurs cinéastes. Plusieurs cinéastes sont approchés pour réaliser l'adaptation du bouquin de Blatty, dont d'ailleurs Kubrick, Mike Nichols, qui va être un des premiers approchés à ce moment-là. Alors, Mike Nichols, lui, refuse parce qu'il trouve qu'il n'a pas envie de torturer une petite fille de 12 ans pendant un an. En fait, c'est son argument à lui. Surtout, il a le sentiment que trouver l'actrice d'un personnage, c'est quasi impossible pour jouer ce rôle-là. Donc Mike Nichols passe, Arthur Penn aussi, qui à ce moment-là en scène à Yale, il n'a pas envie de le faire. Donc il y a plusieurs comme ça réalisateurs qui vont passer. Mark Riddle. Et alors ce qui est assez drôle, Mark Riddle est resté assez longtemps. Quand même, comme on dit, il est resté pending longtemps, puisque Blatty ne connaissait pas bien Mark Riddle. Mark Riddle vient de faire Les Cowboys avec John Wayne, vous avez peut-être vu d'ailleurs. C'est 72. Ouais. Et la Warner lui dit, bon, avant de te décider sur Mark Riddle, va voir son dernier film. Et William Peter Blatty rentre dans la salle, regarde Les Cowboys et part au bout d'un minute en me disant c'est pas possible que ce type-là fasse ce l'exorciste. Et c'est là que William Peter Blatty va commencer à proposer à revenir à la charge sur le nom de Friedkin. Et les gens de la Warner disent mais oui, Friedkin c'est rien du tout, il a rien fait. Et surtout qu'à l'époque, il a tourné French Connection, mais le film n'est pas encore sorti. Donc on est dans un moment un peu étrange, où à la fois Friedkin va devenir le réalisateur oscarisé, courtisé par tout Hollywood, et ça se joue en fait à quelques mois, puisque French Connection n'est pas encore sorti. Et finalement, le film va sortir, et donc là on connaît le succès de French Connection, et c'est ce qui va décider, en tout cas convaincre les gens de la Warner, de faire appel, de confier les rênes de l'exorciste à William Peter Blatty. William Friedkin. J'ajoute juste par rapport à Blatty que l'épisode que tu as raconté à propos de Peter Gunn, où effectivement il s'est souvenu du culot et de la franchise de Friedkin, importe, parce que au moment où Blatty, ayant le pouvoir auprès de la Warner d'imposer, ou en tout cas de répéter que celui qu'il veut, c'est William Friedkin, est d'autant plus étonnant qu'à ce moment-là, il n'a vu aucun film de Friedkin. C'est-à-dire que c'est seulement sur le souvenir de ce culot-là qu'il a envie que ce soit lui, parce qu'il sent qu'il a le potentiel pour faire le film, mais il n'a vu aucun de ses films. Donc voilà, je voulais juste ajouter par rapport à Peter Gunn, et le fait que, effectivement, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on est à un moment, alors tu pourras le développer, parce que tu as écrit un ouvrage sur le cinéma américain des années 70, mais on est à un moment, donc 71, 72, 73, où la configuration d'Hollywood, et pour disons, ne pas se perdre dans la description des changements qui se produisent à Hollywood au début des années 70, ne serait-ce qu'à la Warner Bros. On a cité Stanley Kubrick, parce que c'était un cinéaste qui travaillait ou en tout cas qui était souvent engagé par la Warner. Donc la Warner Bros. A à sa tête une nouvelle direction, parce que depuis, disons, la fin des années 60, depuis Lauréat et depuis Easy Rider, quelque chose a changé dans le rapport de force entre, disons, les maisons de production et les réalisateurs, et puis surtout dans la volonté de s'adresser à un nouveau public, plus jeune, autre public que celui, disons, du Hollywood finissant des années 60. Donc la conjonction entre le projet de Blatty, le succès de Friedkin avec French Connection et la constitution de la Warner Bros., à ce moment-là, donc avec à sa tête un homme comme Ted Ashley, mais je pense que l'homme important de cette histoire, c'est John Calley, et John Calley, c'était le directeur de la production, qui va, pendant toutes les péripéties du tournage de French Connection, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, alors que les cadres de la Warner s'arrachent les cheveux, va tout le temps être du côté de Friedkin. C'est-à-dire que ce peut-être qu'on a sans doute exagéré, ou en tout cas dont on a pu faire l'éloge tellement aujourd'hui ça paraît impensable, à savoir que c'est le moment où des cinéastes hollywoodiens peuvent prendre le pouvoir et avoir d'une certaine manière le dernier mot, c'est vrai, et c'est rendu possible par des hommes comme John Calley ou Ned Tannen à la Universal. Voilà, des gens qui défendent tout d'un coup des projets de cinéastes, même si les projets paraissent fous, même si les décisions de cinéastes au cours du projet paraissent irrationnelles. C'est comme si, d'une certaine manière, un esprit européen post-nouvelle vague avait permis que la voix des cinéastes soit entendue pendant une brève période, et je pense qu'un film comme celui-là, évidemment, en profite à plein. Mais d'ailleurs, alors c'est... bon, je reviens pas sur la question du Nouvelle Hollywood, tu l'as dit, sinon on est là jusqu'à 22h.
Donc, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que au moment où le film, comme tu le disais en ouverture, va se lancer, donc on est en 71, 72 et le film sort en 73, en fait, on ne pourrait pas se dire que c'est un moment propice pour un film inquiet. Je dis ça parce que quand on parle, bon, quand même 2 secondes, mais quand on parle du Nouvel Hollywood, c'est vrai qu'on a tendance à le prendre comme une espèce de période un peu homogène qui irait de 67 à 80, ou 78, ou 75 si on l'arrête à Jaws comme moi, enfin peu importe. On dit grosso modo, il y a cette espèce de parenthèse où, comme tu dis, effectivement, les auteurs prennent le pouvoir, un nouveau public, etc., etc., une nouvelle thématique, une nouvelle façon de faire des films, très bien. Mais dans le détail, on se rend compte que ce Nouvel Hollywood-là, qui un jour va s'arrêter ou être dépassé par un cinéma du retour, du vintage, du revival qui sera sur la phase des 70, en fait il se construit petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul coup avec un brutto, qu'en 75, 76, 77 on se dit bon maintenant le Nouvel Hollywood c'est fini, on se réveille si on allait vers les années 80, pas du tout. Et je pense que ce début des années 70 il est hyper intéressant puisque autant il y a eu une forme, ce côté, cette espèce de vent dont tu parles, européen qui souffle sur Hollywood à la phase des années 60, c'est vrai. Tous les producteurs dont tu as parlé, on va citer Robert Evans, et puis toute la bande, et puis la BBS, et bon, on a déjà un peu parlé au moment de Bogdanovich, mais il y a quand même, il faut le rappeler, un moment quand même euphorique du Nouvel Hollywood entre 67 et 69, avec les films réalisés aux États-Unis par les studios pendant ces 2-3 années-là n'ont pas du tout la même humeur que les films réalisés en gros à partir du tout début des années 70 jusqu'à la dépression totale qui est le moment 74-75. Alors là, 74-75, c'est vraiment les cinémas du repli, de la paranoïa, c'est fini, hein, c'est Coucou Parallax ou 3 jours du Condor, Grand Secret de Coppola, etc. Et L'Exorciste, il est intéressant parce que, alors il y a beaucoup de choses à dire, mais d'abord, un film d'horreur produit par une major, hein, ça c'est quelque chose effectivement d'important. La Nuit des Morts Vivants, par exemple, c'était pas le cas, et puis films indépendants, mais là c'était pas le cas. Et surtout qu'en ce début des années 70, on pourrait dire que l'humeur a changé. Et Friedkin, dans son autobiographie, que je vous encourage à lire d'ailleurs, bon, c'est partie vraie, partie légende, hein, il a imprimé sa légende, comme dirait l'autre, ça s'appelle Friedkin Connection, et lui explique qu'au moment où ils sont en train de travailler sur L'Exorciste, enfin l'ouverture des studios sur un film aussi fou, il faut quand même dire ce qui est, vient en partie de l'humeur de l'Amérique de l'époque, et notamment la fameuse affaire Charles Manson. Il y a une espèce de déprime, Kane State, et qui s'abat sur l'esprit de la psyché américaine de début des années 70. Donc le flower power est déjà loin. Enfin, ça m'a toujours amusé que le père Mérine ait pris sa retraite à Woodstock. Bon. Et donc on se retrouve à un moment, au début des années 70, où en fait les feux commencent à être, de certaine manière, au vert, pour faire un cinéma qui est plus sombre, qui filme un peu l'envers de ce moment euphorique, contre-culturel, etc. Et aussi parce que c'est un film, et ça sera peut-être que vous aurez vous un point de vue là-dessus, idéologiquement c'est un film problématique, L'Exorciste, par rapport à ce qu'on a appelé l'âge d'or du cinéma d'horreur américain de l'époque. Au même moment, Toby Hooper tourne un sacre à la tronçonneuse, c'est pas exactement du même acabit, quoi. Où il y aura, que ce soit Larry Cohen et tous les films qu'on connaîtra. C'est que c'est un film qui, de cette manière, a envie de restaurer des valeurs un peu simples. Il y a le bien, il y a le mal, il y a un démon, il y a des prêtres, il y a un foyer qui est envahi par une force extérieure. Ça sent quand même vachement le conservatisme, quoi. L'exorciste, quand on le raconte à quelqu'un de loin, et puis à la fin, le démon, il est sorti, et puis Sweet Home, Sweet Home, on repart, et on s'en va. Donc c'est un film qui, idéologiquement, est un film qui est un peu en porte-à-faux avec le cinéma d'horreur américain. Grosso modo, dans le film d'horreur américain, le monstre, avec plein de guillemets, est toujours du côté de la victime. Enfin, je veux dire, c'est à cause de la société qu'il y a un monstre. Hein. Et le cinéma d'horreur conservateur, qui viendrait plutôt des années 50, il nous dit plutôt non, il y a au contraire, il y a soi et l'autre, il y a le démon, il y a le bien. Et Friedkin, il fait un film qui est quand même un peu à cheval entre les deux, ce qui est d'ailleurs toute sa filmographie. Friedkin aura pendant toute sa vie un problème, je dirais, idéologique avec le métier. Est-ce que c'est un type qui est conservateur, qui est progressiste, c'est un anarchiste? On voit bien que sa fascination pour le mal, elle est un peu suspecte. C'est pas le réalisateur de films d'horreur progressiste, comme on en a eu beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un réalisateur, du point de vue d'horreur, auquel il me fait souvent penser, William Friedkin, mais qui émergera un peu plus tard, c'est John Carpenter. C'est que ces deux cinéastes qui, tous les deux, ont la conviction que le mal, ça existe.
et que c'est pas le produit d'un dysfonctionnement de la société, économique, social, écologique, etc. Lui, et Friedkin, toute sa vie, il va chercher cette espèce d'essence du mal là. Il y a un moment donné, ça existe. Alors ça, c'est pas très populaire au début des années 70, où ces idées, elles sont complètement battues en brèche. Donc le film, il bénéficie, enfin, sa production bénéficie aussi de ce sentiment qu'il y a un air du temps qui est plus sombre, et peut-être qu'il y a une partie des Américains, ce qu'on appellera la majorité silencieuse, que Nixon est quand même élu en 68, enfin à la fin de l'année, en novembre 68, qu'elle a peut-être envie de revenir un peu à ça, et c'est intéressant, je dis juste un mot là-dessus, parce que quand le film sort, en fait, il fait coup double, c'est-à-dire que les conservateurs l'adorent, le public, en gros, le public nixonien trouve que le film est formidable. Enfin, ça remet les pendules à l'heure, même si elles s'arrêtent au début. Ça met les pendules à l'heure. Il y a le démon, il y a le prêtre. Même la science ne peut rien. C'est ça qui est quand même un film qui nous raconte qu'à la fin, la médecine, il faut s'en remettre à Dieu, sinon on est foutu. Bon là, pour cette majorité silencieuse, le film est parfait. Alors évidemment, il y a quelques séquences de profanation, c'est par moments un petit peu dur, etc. Mais on peut considérer qu'elle est cachère, quoi. Et puis il y a tous les gens. Il y a tous les gens de la contre-culture qui eux trouvent ça formidable. Jerry Rubin, Abby Hoffman, qui étaient en gros des activistes, des têtes de pont des mouvements politiques contre-culturels, applaudissent devant L'Exorciste. Parce que pour eux, L'Exorciste, c'est pas du tout un film qui nous dit retour au foyer, retour aux valeurs fondamentales de la religion, etc. C'est un film qui nous dit vivons la mise en pièce du foyer américain. Donc vous voyez bien que devant ce même film, il y a des lectures qui sont complètement différentes, et on peut dire que des gens qui sont totalement opposés sur le spectre idéologique applaudissent pour des raisons totalement contraires à L'Exorciste. Oui, ce qui prouve que d'une certaine manière, c'est presque un test de Rorschach, quoi. C'est-à-dire que le film invente une situation, trouve effectivement, et en prenant le home sweet home, enfin le foyer, trouve là, le creuset pour des explique aussi comment William Friedkin et William Peter Blatty se sont très très bien entendus. C'est-à-dire que, comme tu dis, tous les deux croient en quelque sorte à un bien et à un mal, et à partir de ce moment-là, Friedkin va, avec des accommodations et avec des changements, mais va vraiment vouloir adapter l'esprit du livre, et presque par moments le livre à la lettre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une adaptation qui va ajouter, par exemple, toute la partie médicale n'est pas dans le livre. Ça, c'est une idée de Friedkin. Il y en a d'autres, mais toujours est-il que son idée, c'est vraiment de raconter l'histoire de Blatty. Et c'est en cela qu'ils vont être, j'allais dire, aussi proches. Donc, bien sûr, l'autre est adaptateur et coproducteur, mais ça explique finalement l'entente à travers un tournage, en tout cas même une préparation très chaotique, très compliqué. On peut peut-être dire un mot de ce qui a été le casting, ou en tout cas des recherches, que ce soit pour le casting masculin ou le casting féminin. Juste un tout petit moment par rapport à Blatty, c'est qu'il faut rappeler que William Peter Blatty, lui, quand Friedkin est accepté par la Warner, il est extrêmement content, et puis il se met au travail, et donc il ponce un premier scénario de 200-225 pages, donc ça fait un film de 3h30, et en disant à Friedkin, non seulement tu as embauché, mais j'ai un cadeau, j'ai même le scénario du film. Et donc Friedkin prend le scénario, le trouve ultra mauvais. Puis on est quand même dans le moment où Friedkin a quand même une espèce, c'est l'hubris, hein. Il a un ego surdimensionné, bref, il ne va pas du tout s'arranger. Il ne va pas s'arranger, voilà. Donc, et qui fasse donc c'est Sorcerer qui va lui mettre un coup dans le nez et qui va lui faire rentrer dans une sorte d'école, enfin c'est beaucoup dire, de la modestie. Il va y mettre un tout petit peu d'eau dans son vin après Sorcerer, qui est pourtant son chef-d'œuvre, à mon avis. Et donc Blatty lui donne ce scénario, Friedkin lui dit pas du tout. Pourquoi ? Parce que Blatty, lui, a voulu faire cinéma, et donc il s'est mis à la fois à ne pas respecter son propre roman. Tout le paradoxe est là. On aurait pu penser que Peter Blatty aurait pris son livre, aurait enlevé quelques pages, aurait numéroté une séquence et aurait fait son scénario. Pas du tout. Il a envie d'en faire quelque chose de cinématographique, donc il éclate la structure notamment temporelle de son roman, plutôt que d'en faire quelque chose d'un peu chronologique. Ça devient, il y a des flashbacks à non plus finir, on saute dans l'espace dans tous les temps. Enfin, il a supprimé Il supprime l'introduction. Voilà, alors que le prologue en Irak est une séquence absolument géniale. Et d'ailleurs, je me faisais la remarque en revoyant le film que enfin, je vous dis ça comme ça, vous y réfléchirez quand vous rentrez chez vous après si vous avez envie. C'est que le prologue en Irak dure 8 minutes et l'exorcisme dure 8 minutes. Et je pense que c'est extrêmement important que ces deux séquences-là durent la même durée parce qu'en fait, on pourrait presque virer tout.
le milieu de l'exorciste, on pourrait s'arrêter au moment du face-à-face entre le père Mérine et le démon Pazuzu, et de dire, bon, ok, maintenant il va falloir 1h50 avant que le face-à-face ait vraiment lieu. Et là, on arrive à la séquence de l'exorcisme, et toute la fin, en fait, une espèce de réponse et, à la séquence. Il y a une même durée Absolument. Mais bon, c'était un micro-détail, mais Blatty, lui, donc il a supprimé le prologue en Irak, alors que Friedkin y tient formidablement. Enfin, il pense que c'est extrêmement important, et ça l'est. Enfin, je veux dire, vous avez vu ou revu pour la 9e fois le film. Je veux dire, le prologue en Irak lance toutes les petites graines et tous les motifs qui vont grossir dans le film, on pourrait dire, et parasiter, infester ou cancériser la vie normale et la vie à Georgetown, Washington. Que tout ce qui apparaît, le bruit des forges, la façon dont on sort le démon Pazuzu qu'on va retrouver plus tard lorsque le lieutenant Kinderman découvre cette petite poterie au bas de l'escalier, les yeux blancs de Reagan qui vient de l'œil blanc du forgeron. Enfin, les exemples sont à non plus finir. Le vent qui apparaît la première fois que la petite statue du démon sort. Parce le médaillon Saint-Joseph. Le médaillon, alors ça, on y reviendra, parce que c'est encore autre chose, la question du médaille de médaillon Saint-Joseph. Truc drôle à ce propos du vent, c'est que je ne sais pas si d'entre vous ont vu l'Exorciste 2, enfin l'hérétique, réalisé par Borman quelques années plus tard, et qui en fait élucide beaucoup de choses qui sont laissées dans l'ombre dans l'Exorciste, même si c'est un film de Borman pur et dur, et notamment cette question du vent, c'est qu'on y apprend que Pazuzu est le démon des vents d'ouest. Voilà. Et au début, dans l'Exorciste, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, si ce n'est que quand le père Mérine sort en fait cette espèce de petite sculpture, du vent apparaît. Il y a tous ceux qui ont déliré sur la mouche qui se porte à ce moment-là sur le poignet de Mérine. C'est en plus une époque où il n'y a pas les effets spéciaux numériques, donc il aurait fallu faire beaucoup de prix dans le temps qu'il y ait une mouche qui tombe sur le poignet, mais bon. Et en fait, on se rend compte que le vent est capital, puisque c'est évidemment ce par quoi on va rentrer dans la chambre de Reagan, et cette idée du courant d'air, de la chambre, de la fenêtre ouverte, est quelque chose qui est en gros la façon dont le démon se déplace. Mais pour terminer rapidement sur cette histoire du roman, en fait, donc Friedkin va reprendre le livre, écrire un scénario grosso modo à l'ancienne, de façon Kubrick et Shining, quoi. Donc là, il prend des pages, il note, il dit ça, il faut que cette séquence doit y être, cette séquence doit y être, ça ne doit pas y être, etc. Il vire plein de sous-intrigues. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Friedkin va tourner le film, il va tourner plus que le film qu'on voit là, conformément à son scénario. Et ce n'est qu'au moment du montage qu'il va retrancher en fait, certaines séquences que lui avait tournées, donc 2-3 très célèbres sur lesquelles on peut revenir rapidement, et qui seront réintégrées dans la fameuse, non pas Director's Cut, mais la version que vous n'avez jamais vue. Et ça s'appelait comme ça, la direction. Voilà. La version que vous n'avez jamais vue. Voilà, et Friedkin tenait beaucoup à ça, parce que il avait fait pour des raisons notamment aussi financières, pour remettre l'exorciste, etc. Et la Director's Cut, pas du tout. C'est la version que vous n'avez jamais vue, mais la Director's Cut reste la version que vous avez vue là. Et il y avait quelques séquences qui avaient été tournées par Friedkin et qui ont été supprimées du montage. Il y a, bon, la plus anodine, c'est la fameuse visite entre Reagan et Chris McNeil des différents monuments de Washington, parce qu'on comprend qu'ils arrivent de Californie, ils visitent Washington, etc. Et d'ailleurs, il y a référence dans le dialogue à certains moments à des séquences qui ne sont pas filmées, mais dont on parle. Hein. T'as envie qu'on continue la visite de Washington, etc. La deuxième séquence, c'est la séquence de fin. Alors là, il y a eu un débat, le fameux débat dont je vous parlais. Blatty n'a jamais été content de cette fin, pour lui trop déprimante, etc. Puisque le roman se termine par Kinderman, hein, le lieutenant, l'inspecteur joué par Lee Jacob, qui est donc on voit à la toute fin sur le théâtre de la mort de Carras. Et finalement, il va se mettre à sympathiser avec le père d'ailleurs. Et sympathisant avec lui, il va grosso modo avoir un dialogue équivalent à celui qu'il a avec le Damien Carras au début, en lui disant ça ne me dit pas d'aller au cinéma, ma femme s'en fout, j'aime bien aller voir des films, etc. Et donc l'idée de Blatty, c'était d'une certaine manière que le film se terminait sur l'image d'une amitié et que le père Carras n'était pas complètement mort, puisque son esprit pouvait vivre un peu dans celui du père d'ailleurs. Et la séquence la plus importante qui a été, celle qui a fait délirer les geeks, les amateurs de l'exorcisme, etc., c'était la fameuse séquence de la Spider-Walk, que vous avez peut-être vue. Elle a été dans la version que vous ne verrez jamais, elle est disponible partout. C'est le moment où Reagan, en fait, descend l'escalier, la tête à l'envers, et puis sort une espèce de langue de serpent, etc. Bon. Et surtout, elle marche sur les mains, dos vers le sol. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'elle donne l'impression
d'être une sorte de femme araignée, quoi. Voilà. Et donc, cette séquence a été tournée, puisqu'elle a été réintégrée, etc., mais elle a été virée par Friedkin au moment du montage. Et autant on peut discuter du reste des séquences. Est-ce que la fin, elle aurait pas pu être un peu plus optimiste? Moi, je pense qu'elle l'est. Elle l'est parce que ce qui compte à la fin, c'est le baiser de Regan au prêtre. C'est ça la vraie fin du film pour moi. Mais peu importe. Mais on se dit que si Friedkin a supprimé la séquence de la Spider-Walk, c'est aussi parce que ça aurait été la seule et unique fois qu'on voit Regan sortir de sa chambre. Et c'est tout bête, mais c'est capital dans la structure du film, puisque tout l'exorciste, cette idée, grosso modo, c'est que, on ne voit jamais d'abomination perpétrée hors de la chambre. On a le résultat, on a appris que Burks était mort, on a vu une statue de la Vierge qui a été profanée, mais en fait, Regan reste dans sa chambre, elle n'en sort pas. Ce qui change tout, en fait, par rapport à la façon dont on voit le film, ce qui fait qu'on a peur qu'on rentre dans la chambre. Mais dès qu'on ferme la porte, on est dans le monde réel, de cette manière qui est contaminé par les effets du démon. Mais c'est important puisque on se dit, alors si Burks Denning elle l'a tué, et puis elle a mis une petite statuette au bas du escalier, ça veut dire qu'elle est sortie. Il y a plein de preuves possibles qui nous expliquent que dans le film Regan elle sort de sa chambre. Mais on ne la voit jamais sortir. Et l'idée, c'est qu'évidemment, la chambre est, et Friedkin avait conçu comme ça, c'est la scène de théâtre. C'est vraiment le stage où elle se produit. Et quand vous voyez la façon dont Friedkin met cette espèce de chambre-là en scène, c'est vraiment le théâtre où le démon vient montrer sa supériorité à l'humanité. Ce qui fait qu'elle y retourne toujours, et d'où les petites blagues sur « mais si tu peux te libérer, pourquoi tu n'en restes pas tes sangles, etc. » Pas du tout. Elle veut à ce moment-là humilier en fait l'humanité depuis sa chambre, qui est son vrai théâtre, d'où le fait que de ne pas avoir intégré la séquence de la Spider-Walk, c'est pas juste on va avoir enlevé comme ça une séquence culte qui est très belle, par ailleurs, etc. Et c'est avoir, en fait, renforcé le principe, à mon avis, le principe même du film, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le tournage s'est déroulé. Alors, la façade de la maison, elle est filmée sur le lieu même, c'est à Georgetown, donc dans les environs de Washington, mais effectivement, le tournage se déroule en studio, donc sur la côte Est, à New York. Friedkin est très content d'aller sur la côte Est, parce que comme ça met de la distance avec les décideurs de la côte Ouest, et il fait construire 2 décors. Effectivement, tout l'intérieur de la maison est composé en studio, et il utilise un autre studio distinct pour la chambre. Ce qui renforce l'idée, effectivement, que c'est vraiment un lieu à part et le lieu du film, et même le lieu, effectivement, de la scène de Regan. Autre dimension, et ça paraît anecdotique, mais en même temps, ça nous amène à parler d'une autre dimension du film, qui est presque sa part expérimentale, sur le son. Quand tu parlais du père Merrin lorsqu'il est en Irak et l'histoire de la mouche sur la main, c'est qu'au moment où il regarde la sculpture de Pazuzu, le son tout entier est un bourdonnement. Et ce bourdonnement, Friedkin a expliqué qu'il l'avait obtenu en enfermant une mouche et un micro dans un bocal. Et qu'en fait, ce qu'on entend, c'est ce son-là, c'est ce bourdonnement-là de la mouche. Tout ça pour dire que le film est aussi, dans sa composition et dans sa création, un incroyable patchwork d'expériences visuelles et sonores tenté par Friedkin, et qui n'a cessé. L'exemple le plus flagrant de cela, c'est la voix de Regan, la voix de la petite fille, cette voix transformée quand elle devient démoniaque, et ce que, Friedkin, pour aller vite, a inventé pour créer cette voix. Parce que son problème, c'était qu'il avait demandé à un de ses amis de faire des expérimentations pour donner une voix au démon, et il écoutait les essais de son ami, et il disait, mais le problème, c'est que toutes les voix qu'il me propose sont des voix qui sont masculines, et on peut toujours les identifier comme masculines ou féminines. Et il dit, je voudrais une voix neutre. Et là, Friedkin s'est souvenu, parce qu'il a souvent puisé dans son imaginaire, dans sa culture audio et visuelle, il s'est souvenu du temps où, à Chicago, enfant ou adolescent, il écoutait la radio. Et là, Orson Welles revient toujours, que ce soit pour parler de Citizen Kane ou pour parler des émissions radiophoniques de Welles, et il dit, il écoutait les émissions radiophoniques de Welles, et il y avait une actrice, une voix, qui est celle de Mercedes McCambridge. Et Mercedes McCambridge, qui était une grande actrice de radio,
qui a eu ensuite, par la suite, une carrière au cinéma, avait une voix très singulière, très rauque, très profonde, très gutturale. Et donc, il s'est renseigné pour savoir si elle n'était pas morte, et ensuite, il l'a rencontrée. Et il a demandé à Mercedes McCambridge de travailler ou de retravailler sa voix pour qu'elle redise tous les dialogues de Meghan transformés en démon, et pour que ce soit elle, cette voix-là, qui parle la voix du diable. Et après, bon, Friedkin raconte dans ses mémoires, et effectivement, Jean-Baptiste a raison de vous y renvoyer, parce que entre désir maniaque de dire la vérité ou de raconter le détail de son grand œuvre et hubris de Friedkin, on a droit à des mémoires terriblement documentées. Je ne sais pas, après il faudrait tout vérifier, mais toujours est-il que parfois on est frustré par les mémoires de cinéastes. Là, disons que par exemple sur L'Exorciste, on en apprend beaucoup, on en sait beaucoup, il en raconte beaucoup. Et donc il raconte comment avec McCambridge, elle a travaillé pendant des semaines sa voix pour récupérer la voix que Friedkin avait entendue dans les années 40, et elle lui disait « mais ça me demande un travail inouï ». Et donc elle dit, il faut que je me remette à boire du whisky, il faut que je me remette et je mange des œufs durs et que je fume comme un pompier. Ce qu'elle fera. Et elle dit, et je veux être attachée, pieds et mains liés sur une chaise pour vivre la douleur de Reagan au moment où vous voulez ma voix. Voilà. Vous voyez ? Non mais, je veux dire, il y a un degré à la fois d'ambition, de délire, parce que des exemples comme ça, autour de ce film, on peut en raconter 10. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où, effectivement, il y a un moment où presque Hollywood sort de ses gonds. Où ce film-là, par exemple, double son budget. Il est prévu qu'il coûte 5 millions. Au milieu du tournage, le décor new-yorkais va flamber. Hein, il y aura un incendie dont on ne saura jamais la raison. Le film avait déjà du retard, il en prend encore plus. Au lieu de coûter 5 millions de dollars, il va en coûter 12. Bon, il en rapportera 200 la première année, entre seulement les États-Unis et le Canada. Mais c'est pour dire qu'on est dans un monde de démesure, redoublé par ce que tu appelles l'hubris ou l'ambition de Friedkin, qui fait qu'il ne recule devant rien pour poursuivre ses idées. Et peut-être là, on peut dire un mot de la musique et du traitement, ou du moins de qui il évince pour faire ce film-là. Ce qui donne là encore une idée d'un processus délirant, tout en sachant que pour la post-production du film, c'est-à-dire trouver la voix du démon, tel que je viens de vous le dire, faire le montage image, les bruitages, le mixage, écrire la musique, finir le montage, sortir les copies, il a 5 mois. Donc, on est dans une économie à la fois aventureuse, folle, romanesque, délirante, où chacun a l'air de jouer sa raison à chaque seconde, et en même temps, pour produire un film qui, dans ce cas-là, ce ne sera pas le cas avec Sorcerer, va produire effectivement ce que Friedkin en escomptait, c'est-à-dire un immense succès. Oui, puis il faut dire, parce qu'on n'a pas dit un tout petit mot du casting, c'est qu'au début, les acteurs qu'on voit en fait dans le film ne sont pas du tout les acteurs qui étaient rêvés par la Warner. C'est qu'au début, donc on va comme toujours, on fait le tour des pop-up et on parle à différentes actrices, notamment pour jouer le rôle de Chris McNeil, et c'est pas du tout à l'origine Hélène Borsti, qui est une actrice qui a joué ici, elle a été dans la Picture Show de Bogdanovich, dans King of Marvin Gardens de Rafelson, mais c'est pas du tout une actrice de catégorie A sur laquelle on peut monter en fait un film, et donc la Warner pense à d'autres actrices, d'abord Shirley MacLaine, qui est une amie intime de William Peter Blatty, et d'ailleurs William Peter Blatty dira qu'il avait écrit le rôle de Chris MacLaine en ayant en fait Shirley MacLaine en tête, ça a été son modèle, et d'ailleurs donc il propose à Shirley MacLaine, elle lit le script de L'Exorciste, je passe les détails, mais en gros l'offre qui va lui être faite financière est pas suffisante, elle le prend un peu comme une insulte, donc elle refuse, et alors pour se venger, c'est assez drôle dans ces sous de vengeance de l'histoire du cinéma, c'est qu'elle va tourner The Possession of Joel Delaney en 72, elle se dit bon, L'Exorciste il me paye pas assez, moi, je vais en gros leur couper l'herbe sous le pied, et moi je vais tourner au même moment un autre film de possession qu'à peu près tout le monde a oublié aujourd'hui, mais qui est sorti avant en fait L'Exorciste. Certaines actrices donc sont approchées, je vais pas toutes les citer, mais Jane Fonda évidemment est une des plus connues. Or Jane Fonda en 72-73 c'est G.I. Jane.
Hein. Donc on est vraiment, à l'époque on l'appelle Annoyed Jen, donc elle reçoit le scénario, elle voit baler tout de suite, je crois que c'est quoi cette merde capitaliste, etc. Donc le cas de Jane Fonda est réglé, et c'est Ellen Burstyn qui va venir à William Friedkin. C'est même pas Friedkin en fait qui a l'idée de se dire tiens pourquoi pas Ellen Burstyn, c'est elle qui va un jour l'appeler en lui disant Chris McNeil c'est moi. Et donc au début il hésite quand même William Friedkin, puis ils vont se rencontrer, elle va faire le voyage à New York, et puis donc finalement elle aura le rôle. Et pareil pour le rôle du père Carras, ça nous semble évident aujourd'hui tellement Jason Miller est absolument formidable, acteur qui d'ailleurs n'aura pas, je parle au cinéma parce que c'est un dramaturge qui a une grande carrière au théâtre, Jason Miller, mais pas vraiment au cinéma, et c'est vrai que à part L'Exorciste et puis je sais pas The Nickel Ride de Robert Mulligan, un film absolument génial que je vous conseille, meilleur Mulligan, qui tourne 1 an et demi après d'ailleurs, et film qui va tourner et pour la raison pour laquelle il va refuser d'avoir le rôle de Travis Bickle dans Taxi Driver de Scorsese. Scorsese lui propose le rôle de Travis Bickle, il dit non, je suis en train de tourner Nickel Ride, Jason Miller, je parle de Jason Miller. Voilà, et donc il aura une petite carrière, pas énorme, et Jason Miller, donc pareil, c'est qu'au début, la Warner dit c'est quoi, c'est que Friedkin a l'idée, il l'a vu dans une pièce de théâtre qui s'appelle The Champion Season. Championship Season. Voilà, c'est ça. Et il a trouvé ça formidable, il aime ce type, son regard intense. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on met dans le dialogue de certains personnages de l'Exorciste des propos qu'a eu Friedkin sur Jason Miller au moment où il va le caster. Regard intense, côté un peu voûté, il ressemble à John Garfield. Ça, c'est vraiment ce que pensait en fait Friedkin de Jason Miller. Il le trouve les producteurs le trouvent pas très intéressant, et Friedkin va insister, et Jason Miller est absolument formidable dans le rôle du père Carras, alors que, tu as mis juste là-dessus, que là, pour le coup, plusieurs acteurs avaient lu le script de l'Exorciste et voulaient jouer le rôle de Carras. Deux d'entre eux sont évidemment les plus connus, c'est Jack Nicholson et Roy Scheider, qui les deux, Roy Scheider venait de tourner avec Friedkin dans French Connection, et Jack Nicholson l'a lu, voulait, et en fait ça allait pas pour Friedkin, comme quoi c'est aussi un moment où un cinéaste qui va faire un film comme même ça, relativement osé, pour pas dire complètement casse-gueule, produit par la Warner, etc., dit non à Friedkin, non à Nicholson, non à Roy Scheider, et va chercher Ellen Burstyn. Par rapport à la façon dont se font les films aujourd'hui, qui coûtent un peu cher, de gros studios, où on est obligé de se farcir souvent de mauvais acteurs sous prétexte qu'ils sont bankable, on est quand même à une époque où c'est pas le cas. Où Friedkin, il y a le choix, et Friedkin a ce pouvoir, à ce moment-là, d'auteur des envoyés balader. Et d'ailleurs, à propos d'envoyés balader, pour parler de la musique, donc Friedkin a une idée très précise de la musique qu'il veut en fait pour l'Exorciste au moment du montage. En gros, une musique minimaliste, presque expérimentale, atonale, et on le sent par moments. Et donc il s'est fait une petite bande comme ça avec différents morceaux qu'il aime beaucoup. Et il va avoir deux de ses idoles. La première, c'est Bernard Herrmann, qui s'est retiré à Londres, qui a arrêté de bosser à Hollywood. Bernard Herrmann, parce qu'on est juste après le refus d'Hitchcock. Le rideau déchiré. Du rideau déchiré, pardon. Donc il en a marre d'Hollywood, il est reparti. Friedkin adore Bernard Herrmann. Pour lui, c'est le plus grand compositeur de musique de film, c'est Bernard Herrmann. Psychose, il a évidemment adoré, mais il le corrige quand même, parce qu'il dit dans ses mémoires que, par exemple, il adore Psychose, évidemment, mais il déteste la dernière séquence au cours de laquelle le psychiatre explique ce qu'on vient de voir. Et il dit, il ne faut surtout pas ça. Et donc Friedkin va travailler en fait à soustraire, à retirer de l'explication en permanence, et notamment une fameuse séquence qui a été tournée, de dialogue, presque de pause au moment de la séquence de fin de l'Exorciste, entre Carras et Mérine, où tous les deux sont assis sur l'escalier et se mettent à converser autour du démon. Mais qui la possède, c'est quoi le sens de l'exorcisme, c'est quoi en gros, presque un moment... Un débat théologique, une forme d'explication du film lui-même dans le film. Et en fait, Friedkin le supprime au nom de sa détestation de la dernière séquence de Psychose. On dit on ne va pas commencer dans le film à avoir deux types qui sont en train de parler de l'exorciste. Les gens comprendront. Il y a cette croyance, là pour le coup très américaine, de Friedkin, que les images suffisent et que c'est pas la peine de rajouter des dialogues, etc. Et donc là, ça se passe très mal avec Bernard Herrmann, grosso modo. Friedkin décide, finalement, ça sera pas avec lui, et il va avoir sa deuxième idole, qui est Lalo Schifrin. Et Lalo Schifrin devait à l'origine composer la musique de l'Exorciste avec les conseils musicaux de Friedkin. Il n'arrivait pas quand même de façon vierge, Friedkin. Voilà.
ce type de morceau que je voudrais. Le Schifrin dit d'accord. Et puis, des semaines plus tard, voilà, l'histoire est connue. Friedkin arrive dans un studio d'enregistrement à New York. Là, le Schifrin a composé la BO. Et puis, Friedkin rentre dans le studio. Puis, il voit 70 ou 80 musiciens. Et Friedkin lui avait dit surtout musique minimaliste, une ou deux notes par-ci, par-là, etc. Et là, il voit 70 Pékins avec tambour, trombone, etc. Il dit ça va pas bien se passer. Bon, il attend et finalement, Schifrin, quand même génie de la musique, Schifrin lance ce truc et c'est évidemment une partition à la fois symphonique et dissonante. Elle est disponible, d'autant que Schifrin utilisera en contrebande des bouts de cette partition pour des moments d'Amityville de Stuart Rosenberg à la fin des années 70. Et d'ailleurs, ils se parleront plus avec Friedkin, puisque Friedkin écoute ça. Bon, c'est le moment hubris, colérique, etc., etc. Ça se passe extrêmement mal, il congédie tout le monde. La Warner n'est pas content parce qu'il faut payer tous les musiciens, etc. Ils vont leur régler tous les salaires. Et donc Friedkin, il est un peu démuni. Il ne sait pas quoi faire avec cette musique de film. Et c'est comme ça qu'en cherchant dans les archives discographique de la Warner, il va tomber sur ce petit morceau qu'on n'entend que 3 fois dans le film, en fait, mais vraiment une fois, pour des plus belles séquences d'ailleurs, qui est la longue déambulation de Chris McNeil dans les rues de Georgetown à Washington, et donc Tubular Bells, de Michael Field, qui va devenir le thème central du film, alors que quand beaucoup de gens découvrent le film, ils pensaient que ça serait un thème obsédant, récurrent, presque le refrain, l'hymne de l'exorciste. Et en fait, pas du tout. Il apparaît extrêmement peu dans le film. Et donc ça, c'est un peu l'aventure, on pourrait dire, de la musique. Et peut-être aussi une chose, on a parlé du casting, mais on n'a pas parlé, parce que c'est quand même, à mon avis, quand même le plus important, indépendamment des chefs déco, des maquilleurs, c'est que des noms qui deviendront très célèbres, Dick Smith, Rick Baker comme assistant, bref. Mais c'est Owen Roseman. Owen Roseman, c'est le chef-op du film. Et Owen Roseman, ça fait partie de ces chefs opérateurs qui ont fait un peu l'image du cinéma américain des années 70 aux côtés de Gordon Willis, Michael Chapman, Vilmos Zsigmond. Voilà, Roseman est dedans et Roseman a travaillé au préalable avec Friedkin sur French Connection. Et Friedkin sait une chose par contre, il tâtonne sur plein de trucs, mais pas sur l'équipe technique, et il veut impérativement avoir le même chef-op que French Connection. Alors c'est intéressant parce qu'on a beaucoup dit, et peut-être que tu vas pouvoir enchaîner là-dessus, c'est que on a beaucoup dit qu'une des forces de l'exorciste, c'était justement une sorte de traitement, on pourrait dire, documentaire ou réaliste, qui tranche complètement avec les films d'horreur qu'on avait pu voir jusque-là, avec des essais de caméra, des angles de caméra un peu étranges, des éclairages un peu gothiques, effrayants, pas du tout. Il y a une forme de réalisme documentaire que Friedkin a voulu conserver de French Connection, et je reviendrai après, mais en même temps, c'est pas du tout le même genre de réalisme que dans French Connection. C'est quoi ta vision de ce traitement dit documentaire dans l'exorcisme de Friedkin? En tout cas, ce qui est vrai, c'est que cette approche, en tout cas, c'est une approche réaliste qu'on pourrait qualifier. Enfin, le réalisme dans l'exorciste, il est étrange parce qu'il n'est question que de surnaturel. Mais c'est comme si la conception de Friedkin du réalisme n'était qu'un réalisme qui prendrait en compte le surnaturel. À ce moment-là, on arriverait à une forme de réalisme intégral. Et pour ça, il réengage Roseman, mais surtout, il reprend aussi le cadreur de French Connection, qui s'appelle Ricky Bravo, et qui avait, lui, Ricky Bravo, filmé Fidel Castro à Cuba au moment de la révolution cubaine. C'est-à-dire qu'il disait, Friedkin, que Ricky Bravo était un génie de la caméra portée. Et donc de la caméra comme ça, qui a l'air de respirer, ou du point de vue subjectif. Et je trouve que ce mélange de sérieux dans le film, de point de vue posé, doublé d'une caméra portée, crée effectivement la fascination qui fait que quand on découvre le film, alors qu'on assiste à une histoire de possession, jamais il ne vient à l'idée de personne d'en rire, et encore moins, les seuls moments où on rit, c'est quand, d'une certaine manière, on entend les psychiatres qui veulent à tout prix trouver une solution psychiatrique, une situation médicale ou psychiatrique à quelque chose, et on a presque envie de leur dire, mais enfin, vous ne voyez pas qu'elle est possédée. Donc, c'est ce renversement-là que je trouve assez génial dans le film, c'est qu'on est du côté, effectivement, de Blatty, de Friedkin, on est du côté de la possession. Nous, on a compris qu'est-ce qu'ils attendent pour l'exorciser.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est que l'exorcisme, ce qui me frappe à chaque fois que je le vois, c'est par exemple des choses toutes bêtes, mais ce sont des choses toutes bêtes, on trouve peut-être le principe de mise en scène d'un film, c'est par exemple le temps que Friedkin a filmé les gens en train de se déplacer dans l'espace. C'est-à-dire que Chris McNeil, lors de sa fameuse séquence à Georgetown, elle arrive des marches de l'Université de Washington, elle descend, elle marche, et elle marche, et elle marche, et elle marche. Quand le père Karras arrive à Hell's Kitchen à New York pour aller voir sa mère, n'importe quel autre cinéaste aurait sans doute tourné un plan de Damien Karras dans la rue avec ses gamins qui s'amusent sur des voitures, plan suivant il ouvre la porte, plan suivant il voit sa mère. Et là ça dure, ça dure, ça dure. Pareil au moment où Damien Karras fait du jogging pour arriver à Lee Jacob, etc. Et moi ce qui me semble intéressant, c'est que, qui est une question qu'on doit se poser à mon avis pour tous les films, c'est en fait, il y a deux façons de voir l'exorciste. Soit on considère que c'est un pur film d'horreur, voilà, avec exploitation du hors-champ, découverte du visage du monstre, et puis quand on va vers l'horreur un peu gore, un peu répugnante, on s'appesantit sur les actes du monstre. Bon. Très bien, il y a un peu de tout ça dans l'exorciste, effectivement. Le hors-champ, la différence c'est que le hors-champ ne pèse pas du tout sur le cadre dans l'exorciste, contrairement aux films d'horreur, on pourrait dire plus orthodoxes. Là, pas du tout. Hein, on n'a jamais peur de ce qui se passe hors cadre, on a peur de ce qui se passe de l'autre côté de la porte, ce qui a strictement rien à voir. Mais par contre, on a le monstre, effectivement, on voit Reagan qui évolue en fonction de ses maquillages, etc. Et puis on a des moments un peu répugnants, enfin, chacun a sur l'échelle de ce qu'il peut supporter, etc. Mais la vraie question quand même du film d'horreur classique, le film d'horreur classique, c'est d'abord c'est un cinéma qui se fonde très souvent sur l'idée de l'isolation, d'un personnage qui est déconnecté du collectif et auquel on s'identifie, et on s'identifie à lui parce qu'on se pose la même question que lui, qui est grosso modo, est-ce qu'il va survivre ? C'est la question liminaire de tous les films d'horreur. Est-ce que la Final Girl, est-ce que je vais survivre sans tomber dans des exemples radicaux comme je suis seul dans les bois, puis mon téléphone portable ne capte plus rien, et puis bon, on connaît ça par cœur. L'exorciste prend intégralement le contre-pied de ça. C'est-à-dire que le lieu de l'horreur est rempli de gens à la maison qui passent leur temps à monter, les invités, majordome, médecins, le père Karras. Autrement dit, le lieu qui devrait être le lieu de l'isolation, conformément à ce qu'est un film d'horreur, enfin, la maison d'Halloween, elle ne ressemble pas à la maison des McNeil, quoi. Et là elle est un lieu qu'on devrait fuir, que tout le monde devrait déserter. Au contraire, tout le monde arrive dans ce lieu-là. Et l'autre truc, à mon avis, très important, c'est la question de l'identification. Et je me disais, mais à aucun moment, nous, en tant que spectateurs, on a le sentiment d'avoir à survivre. Voilà, parce que personne ne nous attaque. Il n'y a pas de monde dans l'exorciste. Il n'y a pas un Leatherface caché derrière la porte, et de sais dans Masque à Trosseuse, la porte a un rôle important. Il n'y a pas ça. Et parce que je pense finalement que la question que pose Friedkin, et à partir de là, moi, je pense qu'on revoit le film complètement différemment, c'est de se dire, non pas est-ce que je vais survivre à ça, c'est pas la question, c'est la question qui est posée au spectateur, c'est, et donc au personnage, et c'est comme ça qu'on comprend quels sont les personnages principaux, sinon on ne sait pas qui est le personnage principal de l'exorciste, c'est est-ce que je vais pouvoir endurer tout ça ? Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'à une question de film d'horreur classique, genre, fais-moi peur, j'espère qu'elle va s'en sortir, je m'enfuis, est-ce qu'il n'est pas derrière, etc. La survie n'est pas la question de l'exorciste. Donc, ce qui fait que le film tranche radicalement avec la question du cinéma d'horreur classique, même si en surface, il emprunte certains de ces éléments. Tout ça pour dire quoi ? C'est que Friedkin disait à l'époque, quand il fait le film, je ne veux pas faire un film d'horreur. Voilà. Il reviendra par la suite dessus en disant bon, finalement j'accepte qu'on mette ce film dans la catégorie des films d'horreur. Mais quand il se dit sans son trait, je veux faire un film d'horreur, il ne fait pas un film d'horreur. Le réalisateur qui va tourner L'Exorciste ne se dit pas qu'il est en train de faire un film d'horreur. Et quand on le voit aujourd'hui, moi à chaque fois que je vois L'Exorciste, je me dis mais c'est pas du tout un film d'horreur. Mais absolument pas. Le mettre au milieu de tous les films qu'on a cités, ça n'a aucun sens. Pour une raison. Alors, moi, je peux revenir sur cette question de l'identification. Il y a deux personnages principaux, à mon avis, dans le film. Il y a, et je pense qu'il n'y en a qu'un, mais disons qu'il y en a deux. Il y a Chris, donc la mère, et puis il y a Damien Karras. Bon. Alors, la question intéressante, quand vous revoyez le film, vous vous rendez compte que le seul des personnages qui n'est pas présenté de dos, c'est-à-dire par lesquels la caméra arrive comme une espèce de vent glacial sur la nuque, déjà cette espèce de présence du diable, etc. Le seul qui est présenté de face, c'est Damien Karras. On le découvre au moment du tournage, et il rigole, d'ailleurs avec presque une sorte de fausse piste. Oui, c'est qui ce type rigolard et jovial, alors qu'on va voir
Et par la suite, on va réaliser notre jugement. Mais tous les autres personnages, et on voit que Friedkin prend un soin particulier du père Merrin au début, Reagan dans son lit, de Burke Jennings, le réalisateur, tous les personnages sont d'abord présentés de dos, et à un moment donné, le premier personnage qui est présenté de face, c'est Karras, parce que c'est le personnage principal du film. Tout ça, à mon avis, tout simplement. Même si je pense que le film raconte mille choses, on pourra peut-être revenir sur les différentes interprétations, mais pour moi, le cœur battant, émouvant, c'est ça que j'adore le plan de Reagan à la fin qui va embrasser le prêtre. C'est un moment émouvant, c'est pas un moment de soulagement, c'est un moment absolument émouvant, parce qu'on comprend, en tout cas c'est ma lecture à mode d'exorcisme, c'est que c'est un film qui nous raconte le drame d'une mère qui ne reconnaît pas son enfant. Et ça pourrait être la possession, ça pourrait être une maladie, une catastrophe climatique, ça pourrait être n'importe quoi, en fait on s'en fout. À la fin, ce qui compte, c'est que finalement, Reagan, elle revient telle qu'en elle-même, avec d'ailleurs un petit détail, vous avez peut-être remarqué, que je trouve assez intéressant, par rapport aux différentes lectures, on en parlait avant dans la salle, c'est que beaucoup de gens ont dit de l'exorciste, parce que c'est l'époque où on aimait bien les lectures genrées. Hein, c'est à l'époque où Carol Glover écrit la question du male gaze, où on se met à relire le cinéma d'horreur en fonction du genre, on pourrait dire, du réalisateur. Et à l'époque, la lecture très à la mode, c'est de se dire, grosso modo, dans tous les films d'horreur, c'est réalisé par des mecs conservateurs, qui punissent toutes les filles qui ont des relations sexuelles, sauf une qui est la vierge de la fin. Voilà. Elle n'a pas couché, donc on sait déjà dans un film d'horreur, dans Slasher notamment, que celle qui va survivre, c'est celle qui ne couche pas. Bon. Et il y a aussi toute cette lecture féminine sur la peur, la façon dont le cinéma d'horreur met en scène une peur du féminin. Alien, bon, alors là, c'est exemplairement, The Thing, le Vagina Dentata, voilà, le cinéma d'horreur, c'est une façon des années 70 pour dire qu'elle trouille, cette trouille de la femme. Et beaucoup ont lu à l'époque L'Exorciste en disant, mais finalement, c'est quoi l'histoire de l'Exorciste? C'est l'histoire d'une petite fille qui commence à être à 2 doigts de la puberté, qui est en train de devenir une femme, et ça, le monde masculin autour d'elle ne supporte pas. Donc ils vont déchaîner des prêtres, des scientifiques, etc. Ils vont lui faire la misère pendant 1h55, et à la fin, elle est enfin guérie de son risque de puberté. Et ce qui est drôle, c'est que le film, en fait, il prête aussi un peu le flanc à ça. Parce que quand Reagan revient à la toute fin du film, on a l'impression qu'elle est remontée dans le temps. On dirait une petite gamine. Alors que quand elle apparaît au début, dans le souterrain, là, dans l'espèce de cave où elle va jouer, etc., elle a un jean, elle a des talons hauts, elle a une ceinture, elle est un peu maquillée, elle fait des blagues un peu graveleuses sur les chevaux qu'elle adorerait monter. Il y a un truc un peu étrange qui se passe, quoi. Et puis, à la fin du film, on a l'impression qu'elle revient en uniforme, une petite gamine, elle a plus de 12 ans, elle a 8 ans, là, elle est acceptable. Là, elle est acceptable, comme si on pouvait différer cette espèce de panique menstruelle le plus loin possible. Et donc, il y a des gens qui ont vraiment pensé ça, comme il y a des gens qui ont pensé que c'était un film sur l'homosexualité, avec 2 prêtres homosexuels qui ne supportent pas cette espèce de figure démoniaque de la féminité, et encore une fois, qui vont lui faire des misères pendant 1h50. Donc il y a eu comme ça plein de lectures du film, mais moi je pense que la question de l'identification, une fois qu'on a identifié quel est le personnage principal du film, je vous disais Chris, parce que moi je pense que pour moi L'Exorciste c'est un mélodrame beaucoup plus qu'un film d'horreur, mais l'autre personnage principal c'est évidemment Karras, et là il faudrait, peut-être qu'on peut en parler, de revenir sur tous les liens, on pourrait dire, entre Karras et sa mère, et puis Chris MacNeil et Reagan. Et on voit bien que la façon dont le film met en permanence en scène une forme de distance, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais dans French Connection, vous avez tous vu French Connection, Owen Roseman, il n'a pas du tout le même style et Friedkin. C'est plan serré, caméra à l'épaule, sentiment d'urgence, d'une certaine manière, on court après les événements. Dans L'Exorciste, ce qui est fascinant, c'est le nombre de plans larges où les gens sont filmés à distance et de très très loin. Ça prend vraiment son temps de façon vraiment importante. Et cette question de la distance, elle est capitale parce qu'elle est à peu près la métaphore qui est filée pendant tout le film. Tout le monde se sent distant à l'égard de quelque chose. La mère ne reconnaît pas son enfant et voit sa fille s'éloigner de plus en plus loin. Le père Karras, il ne voit pas assez sa mère, il trouve qu'elle habite trop loin de lui. Quand il fait son rêve, il essaie d'atteindre alors qu'elle tombe dans le métro, et finalement il ne l'atteint pas, ce qui est presque le rêve métaphore de tout le film. Cette espèce de distance, et en fait, le fait que Karras se retrouve avec sa mère dans une situation relativement similaire à celle de Chris MacNeil et de sa fille va provoquer cette espèce de rencontre entre les deux, chacun comblant de certaine manière la distance de l'autre. Et d'ailleurs, quand Karras va voir dans l'asile mental sa mère, on comprend que c'est une
d'ailleurs tourné en grande partie en caméra cachée. Là, on sent la pulsion documentariste de Friedkin qui ressort. Et ben, il fait attention à ce que la mère, en fait, soit dans une position très proche de celle de Regan. Elle a aussi les mains sanglées, etc. Et d'où le jeu que fera le démon avec la mère de Karras. Et le vrai personnage du film, en réalité, c'est Damien Karras, d'une certaine manière. C'est lui qu'on attend, qu'on va chercher depuis le début. Et c'est lui, à la fin, qui performe finalement l'exorcisme et qui récupère le démon pour lui et qui laisse Regan vivre. Mais je pense que Karras, c'est vraiment de mon point de vue, hein, c'est le personnage du film, c'est le personnage que visait le démon. C'est lui que le démon voulait se faire. Regan, c'est qu'un outil. Toutes les horreurs, les abominations, c'est pour mettre à l'épreuve. Parce que Karras, au début, il n'en peut plus du malheur du monde. Il est en train de perdre la foi. Il perd la foi, le clodo qui lui dans le métro, qui dit je suis catholique, il ne veut plus voir ça, le dégoût avec lequel il rejette les femmes dans l'hôpital mental, etc. En fait, et d'un seul coup, le démon, en fait, veut profiter de cette espèce, il dit, si j'en rajoute dans l'horreur encore, là, il aura définitivement perdu sa foi. D'une certaine manière, la cible centrale du démon, hein, c'est Karras. Et au fond, les deux, évidemment, communient dans une cérémonie un peu glauque à la fin. Mais je pense que si on comprend, en fait, quel est le personnage principal du film, hein, chacun a sans doute... mais moi, je pense que... et d'ailleurs, Friedkin le disait, hein, il dit, le personnage qui va être le centre du film, c'est Damien Karras. Ce qui n'est pas forcément évident quand on découvre le film, et puis il y a évidemment toute la publicité autour du film qui a été fait, Regan, la jeune Linda Blair, enfin toutes ces choses-là. Mais pour moi, c'est vraiment l'exorcisme, c'est un mélodrame, en fait, dont le personnage principal est Damien Karras, et dont l'horreur est celle d'une mère qui ne reconnaît pas son enfant. Donc c'est pas du tout un film d'horreur. Le film d'horreur, c'est le chiffon que Friedkin agite là, mais c'est pas plus que ça. Est-ce que vous avez des remarques? J'ajoute juste un tout petit point, et avant le temps que le micro circule et que vous passez la parole, un tout petit point, c'est qu'effectivement, il y a ce que tu as décrit sur les plans longs, les plans qui prennent leur temps, le nombre de fois où les personnages montent des escaliers et on les voit monter les escaliers, en dehors de la signification christique de cette montée ou cette élévation. Mais il y a aussi, et ça apparaît dans le film, et encore plus dans le film suivant, dans Sauce Horreur, on se faisait la réflexion, un sens du montage qui fait que Friedkin a l'art, à l'inverse des plans longs, de couper toujours un peu plus tôt dans certains plans que ce qu'on imagine. Et si bien qu'au lieu de faire durer une scène, par exemple... Il laisse pas la scène retomber. Voilà, il laisse pas la scène retomber. Par exemple, il y a certaines scènes horrifiques ou certains moments de tension où tout d'un coup il coupe, alors qu'on pense que le plan va durer encore. Et il a une façon comme ça de dilater le temps et de le comprimer, qui crée aussi une part de l'attention du spectateur, parce qu'on ne sait jamais à quel régime temporel on va être soumis. Est-ce que... Voilà, oui, une question là. Merci, bonjour. J'ai été frappé là en voyant le film, après avoir revu pendant la rétrospective Rampage également, des similarités, des similitudes entre les deux films qui sont vraiment très très frappantes, à la fois formellement, mais aussi sur une chose très précise qui est le rapport à la science et au psychiatre, et ces images qui reviennent, qui m'avaient complètement échappé dans l'exercice d'IRM, où on essaye de trouver le mal, une espèce de représentation physique du mal, il y aurait une incarnation du mal dans le cerveau, et on sent qu'il y a une ironie quand même chez Friedkin, à la fois dans Rampage et à la fois dans l'Exorciste, sur ces scientifiques, sur ces psychiatres. Est-ce que Friedkin a parlé de ça, d'une sorte de défiance de la science, un peu, parce qu'on parlait du côté idéologiquement trouble de ces films. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il est revenu et sur lequel il ironisait au-delà même des films, dans leurs différentes versions d'ailleurs? Parce que autre point commun entre Rampage et l'Exorciste, c'est que c'est des films à versions différentes. Bah oui, parce que c'est pas étonnant, parce que quand on a comme ça une scène de doute, on pourrait dire doute philosophique, on évolue, et puis c'est une hypothèse et puis l'autre, et Rampage, il faut voir les deux versions. Ce qui est passionnant, c'est l'effet de miroir des deux versions, et même dans le cas de l'Exorciste, les deux versions sont intéressantes. Dans les rajouts qui ont été faits, on voit les retraits. Et on voit pour quelles raisons. On peut essayer de réfléchir à les raisons pour lesquelles Friedkin a supprimé ces séquences-là. Moi, ce que vous racontez évidemment sur les institutions Friedkin, c'est comme ça, Bernard disait au début, il avait raison, il rappelait que Friedkin a consciemment développé toutes ces séquences d'examens médicaux. Bon. Et il y a eu
moments où des spectateurs s'évanouissaient, parce qu'on pense souvent que les spectateurs s'évanouissaient au moment où Reagan et Deagle sont vomis vers Slim. Là. En fait, pas vraiment. En fait, les gens partaient, notamment au moment de l'artériographie, hein, lorsqu'on plante la petite aiguille dans le cou là, de Reagan, et beaucoup de gens ont dit ça c'est pas possible, c'est pas supportable, non seulement avoir une enfant, etc. Et donc c'est souvent plus à l'occasion des séquences médicales, scientifiques, entourées, bornées, réfléchies, tout ce qu'on veut, que les gens partaient que suite aux séquences d'horreur dont ils avaient quand même conscience malgré tout, indépendamment du côté réaliste, qu'on était du côté de la fiction possible. Dans le cas des plans scientifiques, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Friedkin, en fait, filme. En fait, il y a une évolution de ces expériences-là, c'est qu'au début, il les prend comme nous. On a plutôt tendance à faire confiance à la science, le savoir, les radiographies. Effectivement, comme vous dites, on va tenter d'isoler de façon mathématique le processus ou le contour du mal, etc. Et plus ça avance, plus on fait du mal au patient et moins on trouve quelque chose. Hein. C'est presque le syndrome blow-up appliqué à la médecine, si vous voulez. Et ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont, en fait, Friedkin, d'une certaine manière, médiévalise au fur et à mesure du film la science. Hein, c'est que l'image qu'on a de la science au début et l'image qu'on en a lorsqu'on est en train d'entourer Reagan, après avoir lui fait subir un tas de choses incalculables, et on l'entoure de cette espèce de scanner avec ce bruit qui rappelle le bruit des forges. Hein. Là, c'est intéressant parce qu'on se dit, finalement, c'est l'équivalence qui intéresse Friedkin. Les forgerons au début en Irak, qui est vraiment une méthode ancestrale, vraiment extrêmement rudimentaire, c'est quoi la différence avec ces scientifiques de la fin du XXe siècle à Washington, qui est pas un endroit de redneck. Et ce qui intéresse, en fait, Friedkin, c'est vraiment ça. C'est ce moment où, d'une certaine manière, on va se mettre à prendre au sérieux quelque chose qui vient de toute éternité, en l'occurrence le démon, hein, et au moment où on va faire tomber sur le piédestal tout ce qui concerne, d'une certaine manière, la science. Et le film est une lente descente, on pourrait dire, vers le Moyen-Âge. Mais quand tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'ironie. C'est pas les Monty Python. C'est pas, on ne retourne pas vers le Moyen-Âge pour dire, bon, pas du tout. Hein, c'est que je pense qu'il y a chez Friedkin cette idée que la science, la dimension scientifique, le côté mathématique, technologique, vous mourrez là-haut, ceux qui parlent d'aller dans l'espace, on voit bien que Friedkin filme aussi l'arrogance d'une société et d'une époque qui croit à mort à la technologie, aux moyens, on pourrait dire scientifiques. Il filme cette arrogance-là en lui mettant le démon dans les pattes. Et comment vous faites avec ça? Vous faites rien. Et c'est assez beau, de certaine manière, la façon dont Friedkin traite ça, parce que dans cette petite société de Washington, pendant la fête au début, le contraste, lorsque Reagan, la première fois, arrive et urine sur la moquette et dit « vous mourrez là-haut », le film, c'est la rencontre, on pourrait presque dire, entre des temps modernes et des temps moyenâgeux, et l'évaluation de l'un par l'autre. Est-ce que ce qui est moderne n'est tant que ça? Et est-ce que ce qui était moyenâgeux ne peut pas nous servir aujourd'hui? Et le film, c'est la rencontre entre les deux. C'est pour ça, d'une certaine manière, quand je vous disais au début, il y a un dialogue souterrain, à mon avis, très fort entre le prologue et l'exorcisme de fin à cause de leur durée, etc. C'est pour faire passer la pilule au spectateur qu'on va passer de ce plan de profil à la séquence de l'exorcisme en plein cœur de Washington, entre Jean et etc. Il faut 1h50 de travail de sape. Et peu à peu, on est arrivé au niveau du Père Mérine. Si on avait quitté le Père Mérine à la fin de la séquence en Irak, plan suivant, il arrive comme dans le tableau de Magritte, il rentre dans la chambre et c'est parti sur l'exemple. Il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire, on a le sentiment que tout le film, c'est comment on fait la suture entre l'extrême, on pourrait dire, l'histoire, ce site antique d'Ultra sur lequel le film a été tourné, comment on fait ce lien entre presque l'antique et l'ultra-moderne, quoi. Et ça, il faut le film pour l'accomplir. Et vous avez raison, la plupart des films de Friedkin se sont beaucoup intéressés à cette question-là, quoi. Oui, allez-y. Attendez, monsieur. Vous allez avoir un micro qui arrive. Attendez, monsieur. Bonjour. Oui. Moi, j'ai vu ce film plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai une question qui me taraude, à savoir qu'on n'a aucune explication scénaristique, ou peut-être qu'elle m'échappe, concernant la possession de Régine. Pourquoi le démon vient posséder cette petite fille? On a la séquence d'ouverture qui se passe à Mossoul, d'une durée de 8 minutes, comme vous avez précisé. Ensuite, ellipse, on passe à Washington, à cette maison.
mais à chaque fois j'essaie de comprendre et je trouve pas d'explication scénaristique, et peut-être que vous avez une explication. Non mais j'ai des interprétations comme vous, comme tout le monde. Les explications, c'est un peu comme la science. Je ne vais pas dire ce que je viens de dire, puis derrière vous dire l'explication c'est ça. Non. Il y a 2-3 choses qu'on peut dire. Tout d'abord, c'est que vous me dites pourquoi le démon vient prendre le corps de cette petite fille. Et parce que, moi je pense que c'est pas le sujet du film. C'est que si on consacre le personnage de Kara, c'est le personnage principal, c'est qu'il va là où il y a de la foi à faire tomber. L'obstacle, l'adversaire du fameux démon Pazuzu, dont on a vu une figuration au début, c'est pas Regan, c'est pas la petite fille de 12 ans. C'est un véhicule. Bien sûr, c'est un véhicule pour atteindre autre chose de plus important, qui est la question de la foi du père de Damien Carras. Donc c'est là, mais ça aurait pu être autre chose, il y aurait pu y avoir plusieurs exorcismes dans plusieurs pays du monde, etc. Donc il ne faut pas se tromper de visée du démon. La deuxième chose, c'est que si on est du point de vue de la métaphore, donc là on est du point de vue du récit. Mais si on est du point de vue de la métaphore, alors à ce moment-là, une amine, c'est ce qu'on se racontait tout à l'heure sur la peur de la puberté, la question de cette jeunesse-là qui est en train de mal tourner, la drogue, est-ce qu'elle prend de la drogue? Bon, on a compris. Je veux dire, il faut commencer un peu à punir, Woodstock, etc. Donc, métaphore 2, une espèce de jeunesse en devenir, en gros, si elle grandit, Regan, elle va devenir comme ces fumeurs de joint, voire comme Charles Manson, donc autant couper court tout de suite à l'évolution. Et le divorce, par exemple, est-ce que c'est pas parce que c'est une famille qui n'est pas une famille divorcée, mais il n'y a que la mère, le père est distant, ne répond jamais, c'est une famille qui dysfonctionne parce que le père, la mère, la fille, chacun n'est pas à sa place, donc peut-être aussi ça, la dimension démoniaque. Donc les métaphores, honnêtement, il y en a mille. Il y a un truc, par contre, vous m'y faites penser avec votre question, qui n'est pas résolu et qui moi me semble intéressant, c'est la fameuse médaille de Saint-Joseph, voilà, qui est quelque chose que découvre au début Père Mérine, pareil, voilà, donc qui circule de main en main, on pourrait dire, qui clôt le rêve de Damien Carras quand il tombe comme ça sur le macadam, et qui est le dernier geste que fait Chris MacNeil, le démon qui arrache la médaille au cou de Damien Carras, et dernier moment, la voiture des MacNeil s'arrête, j'ai quelque chose pour vous, il lui donne la médaille, il la prend, etc. Friedkin, quand il s'intéresse à cette question de la médaille, il le dit lui-même dans ses mémoires, ou ailleurs, je ne sais plus, mais qui m'amusait beaucoup, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on est aussi en 73 à un moment d'extrême compétition des réalisateurs à fort hubris entre eux. Coppola, Kubrick a fait son 2001, Orange Mécanique, vraiment, on est pris là-dedans, on n'est pas... Voilà. Et Friedkin, il a envie d'avoir son monolithe à lui. Et il le dit lui-même, il y a eu le monolithe de 2001 qui a assuré, pas uniquement, mais une partie de la pérennité, puisque tout le monde se dit toute la journée en se levant le matin, mais au fait, on est où du monolithe? Bon, ça on va penser à 2001 pendant des années. Friedkin, il veut son monolithe à lui. Il veut qu'on ait cette discussion aujourd'hui en 2024 en se disant, dans cette médaille de Saint-Joseph, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc première chose importante. Deuxième chose, c'est pas si monolithe que ça, parce qu'en réalité, c'est une sorte d'amulette qui protège du démon. Et d'ailleurs, le démon, pour pouvoir finalement atteindre Carras, a besoin de lui arracher. Et c'est vraiment l'amulette qui protège du démon. Et à la fin, Chris MacNeil donne cette amulette-là en disant ça vous protégera du démon. Alors, c'est pas ultra satisfaisant comme explication, mais d'un point de vue narratif, c'est comme ça que la médaille, en fait, elle fonctionne. Oui, cette amulette, elle ne protégera pas Bruno Kramer dans Sorcerer. Mais qu'il ne l'a pas. Mais oui, non, c'est sûr. D'ailleurs, vous avez Sorcerer. Il est passé, qui était aussi le titre, c'est un album de Miles Davis, enfin. Et beaucoup de gens pensaient à l'époque, Sorcerer, que c'était aussi la suite de l'Exorciste. Il y avait toute l'histoire. Et d'ailleurs, sur un des camions, vous avez tous vu, je ne vais pas commencer à parler de Sorcerer. Mais ça commence par une image démoniaque, là, ça commence par une sculpture qui peut rappeler Pazuzu. Oui. Bonsoir. Si je peux me permettre de vous soumettre une de mes interprétations, une fois ce film. Oui, moi j'ai l'impression qu'en effet il se passe quelque chose au niveau de cette jeune fille qui devient adolescente et donc qui commence à éprouver des pulsions. Et je pense que la crise qui l'habite, c'est aussi une crise par rapport à cette mère qui est parfaite, en fait. Je pense que la pulsion, c'est justement quelque chose qui la salit quelque part.
Et aussi, elle est face à une mère qui est voilà, une grande star de cinéma, qui fait l'affiche des magazines. Et en plus, cette femme, elle est un peu dans la toute-puissance quelque part. Et notamment comment elle dit qu'elle aime tout le temps son père, qu'elle aimera toujours son père, mais après elle l'insulte au téléphone, elle couche avec le réalisateur, mais en fait elle dit à sa fille que ça reste son amie. Donc j'ai l'impression que c'est aussi une mère qui brouille un peu justement les pistes de la sexualité et qui ne permet pas aussi à cette jeune fille à la fois d'arriver à l'adolescence, mais aussi de devenir une personne. Et c'est bien ce que dit le démon à un moment donné, il dit je ne suis personne. Et comment va faire cette jeune fille pour exister face à une mère qui est aussi belle, riche, puissante, célèbre, etc. Je pense qu'il y a aussi une crise par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, mais j'entends. Mais je suis d'accord avec vous. Hein, non, mais je pense que là, ouais, il faut pas confondre, à mon avis, la question de la recherche du mal ou du démon, mais de façon presque théologique. Pur de la part de Friedkin, ça l'intéresse, mais vraiment. Et pas le mal qui serait le mal de, ou le signe de quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, cette idée, cette hypothèse qui se formule, et pour laquelle il a fait tant de films, qui est d'essayer d'isoler le processus du mal. Il a même fait un documentaire à la fin de sa vie en 2015 sur un véritable travail d'exorcisme à Rome, avec un vrai père exorciste. Donc c'est pour dire que la question du mal ou de l'exorcisme ou de la possession, s'il n'y croit pas, en tout cas à chaque fois il a besoin d'aller vérifier ou d'actualiser en quelque sorte son questionnement. Oui, je pense que cette question, ce que je veux dire par là, c'est que votre interprétation, comme la mienne ou comme celle de tous les spectateurs ici, elles sont de cette manière toutes valides. Je veux dire par là, c'est que parce que d'un seul coup on essaie de donner un sens au mal, ou en tout cas de lui trouver, vous voyez, une traduction, une conversion. C'est le mal de l'époque, un mal conjugal, un mal familial, comme vous dites, voilà, le mal de la puberté. Je pense à ce moment où Chris voit la photo, par exemple, qu'elle arrache un peu des mains de sa fille en disant « mais tu n'es pas belle sur cette photo, etc. » Et pourquoi tu n'es pas belle? Elle dit même « ça te vieillit ». Voilà, you look, tu es trop mûr. Parce que, voilà, évidemment, chacun le tire vers soi. Évidemment, du côté de la famille, elle l'empêche de grandir, de telle manière. Elle ne veut pas avoir l'image de cette fille qui va être trop grande, ou inversement, comme la puberté arrive, ça ne va pas. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut essayer. Je pense qu'on peut tenir toujours les deux à la fois. C'est-à-dire que Friedkin n'était jamais très intéressé par la question des métaphores. Il disait toujours. On voit un film, on peut faire ce que vous avez fait et ce que je fais moi, ça veut dire, ça renvoie aux années 70, ça renvoie à la femme, ça renvoie à l'adolescence, etc. Il trouvait ça l'intéressait comme exercice intellectuel. Il disait, là le type est intelligent parce qu'il arrive à produire une théorie avec des preuves, mais j'ai pas du tout pensé à ça. Et il le répétait souvent ça. C'est pas quelqu'un qui balayait d'un revers de la main les interprétations qu'on avait de ses films. Mais il faisait complètement la part des choses entre ce qui lui l'obsédait et le fait qu'une fois qu'un film fait, il appartient à ceux qui le regardent, et en tant que presque co-créateur. Et donc ils sont parfaitement légitimes aussi à dire ce film-là, ça parle de ça. Et lui était parfaitement légitime à dire ce film-là, voilà ce qui m'a intéressé dedans. Ce qui n'est pas exactement, de certaine manière, la même chose, vous voyez. Allez-y. Oui, il y a deux réflexions que je m'étais faites en voyant le film. C'est la première, alors après je vous soumets, est-ce que quand... C'est pas le bureau d'interprétation ici. Non, mais après c'est vous qui... Allez-y. Vous voyez. Au début, la séquence en Irak, est-ce que Spielberg l'a pas redite de manière malicieuse avec l'Arche d'Alliance d'Indiana Jones? Et la deuxième réflexion, c'était sur... moi, je pensais que ce film était comme le film de Kubrick, Shining, un immense drame familial, où là, un des pères est absent, l'autre est surprésent. Et les deux enfants ont ce pouvoir surnaturel. Et je parle avec là, c'est Audi... bien sûr, il y a des liens, bien sûr. D'ailleurs, sans doute que quand Kubrick tourne Shining, il a vu... lui voulant aussi, autre brise, faire le film terminal, d'or, etc. L'Exorciste fait partie des films qu'il a forcément incorporé. Votre question sur le début de l'Irak, Spielberg, Indiana Jones, je sais pas. Il n'y avait pas de projet de faire je sais, pour l'Exorciste 2, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est quand même de voir, en fait, c'est bien ça que c'est un film à voir, me semble-t-il,
2 fois au moins. Parce que très souvent, quand on découvre l'exorcisme pour la première fois, enfin moi je l'ai testé avec des gens, en fait la séquence en Irak, ils l'oublient au bout d'un quart d'heure, 20-25 minutes, et puis quand le père Mérine revient, il dit ah oui, c'est celui qu'on a vu au début, etc. Mais en fait, ils ne retiennent de cette séquence en Irak une sorte de présentation prologue au cours de laquelle on nous introduirait un personnage qui arrivera 1h50 plus tard. Oui, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est un peu ce que j'essaie de dire au début, c'est la façon dont le film, en fait, là, pose tous les motifs qui vont être travaillés, tous les motifs du démon, puisque au moment où le père Mérine ressort cette petite statuette, l'univers est en train de changer. Est-ce qu'il est regardé ou il n'est pas regardé? La calèche, qui peut être une figure évidemment de la mort, l'œil blanc du forgeron, les bruits dont tu parlais, qui vont tous faire retour à Washington. C'est-à-dire que toute la bande sonore de l'Irak, elle revient, elle est retraitée à l'intérieur de l'essentiel du film. Par exemple, il y a 1000 exemples comme ça. Mais le démon Pazuzu, il a une main qui est comme ça, qui est levée, il a des ailes. Bon, ça c'est quelque chose qui va revenir en permanence dans le film. Le moment où Regan empoigne l'entrejambe du psy, hein, juste avant, elle se tient comme le démon Pazuzu. On voit que la posture de Regan nous dit que c'est ce démon-là qui est en elle, et on ne le sait que par ça. C'est pas le psychiatre qui arrive en disant toi Pazuzu, non. Et donc, là, on le sait par cette posture-là. Le moment où elle est, avant de jouer au Ouija, elle sort une espèce de petite sculpture. C'est quoi? C'est un coq, on ne sait pas ce que c'est, avec des ailes, etc. Et on voit que les ailes qu'elle met partout, elle dessine un lion avec des ailes ou autre, tout a été démonisé. Mais de façon inoffensive, parce que si vous avez des enfants, moi j'en ai, etc., enfin, ils sont un peu plus grands pour faire ce type de dessin, mais ils arrivent, ils montrent un dessin comme ça, je ne saute pas au plafond en disant pas tout sort de ce corps. Je me dis juste, voilà, et non, elle a fait un lion avec des ailes. Et on se rend compte finalement, et ça c'est une question intéressante sur l'origine du démon dans le foyer. C'est qu'on peut se dire, oui, il est arrivé au moment où on a ouvert la fenêtre, bon, il est arrivé au moment du très très beau fondu enchaîné entre l'Irak et le soleil, avec l'extinction du soleil en Irak et l'allumage de la lampe à Washington. C'est poétiquement une très très belle idée. Ce qui s'éteint là va se rallumer ailleurs, c'est très très beau. Mais on peut aussi penser tout simplement que le démon, parce qu'on n'a pas de temporalité entre la séquence en Irak et la séquence à Washington. On ne sait pas combien de temps il s'est écoulé. Est-ce que c'est une semaine, 5 ans, 10 ans, en fait, une seconde? On n'en sait rien. Et ça c'est assez beau, parce que ça veut dire que peut-être que le démon, il n'y a pas... En fait, on pense que le démon arrive dans la chambre de Regan, mais peut-être qu'il est là et qu'il travaille en sourdine depuis longtemps. Moi, c'est mon hypothèse. Parce que tous ces dessins, tout ce qu'elle fait, tout ce qui est connoté comme ça par le démon, tous ces trucs de poterie, elle passe son temps à faire des petites poteries, bon, qui sont toutes et à chaque fois des espèces de reformulation de ce démon Pazuzu qu'on a vu au début. C'est pour ça qu'il faut être très attentif au prologue en Irak, parce que d'une certaine manière, il modifie la lecture qu'on a de la suite du film en fonction du fait qu'on repère ou pas toutes ces choses-là. Par exemple, la théière qui apparaît lorsque le père Mérine va s'asseoir à un café, il a les mains qui tremblent, on comprend qu'il a des problèmes cardiaques, et on voit passer un homme qui sert du thé. Vous avez vu? Et le thé, on voit vraiment clairement c'est de cochon avec des ailes. Friedkin choisit de mettre de serveur, cette théière avec un cochon et des ailes. Ça y est, l'esprit du démon est en train de se répandre. On va prendre encore une ou deux questions. Je ne sais pas qui a le micro. Madame avait posé une question tout à l'heure. Bonsoir. Où vous êtes? Là. Alors, allez-y. Je suis très heureux d'avoir vu cette version de 73 que je ne connaissais pas, et notamment la fin, parce que je ne connaissais que la version qui, comme vous l'avez dit, circule le plus souvent, avec le prêtre et le lieutenant de police à la fin, que j'ai toujours été très gêné par cette scène où on a l'impression d'une espèce de pirouette où je reste toujours sur ma faim, et là j'ai l'impression de me tenir au bord d'un abîme, et je me demandais juste, est-ce que vous savez comment Friedkin en est venu à accepter cette autre fin qui circule beaucoup plus que celle-ci? C'est un tout petit peu ce que je disais au début, c'est que en fait, quand l'exorciste sort, donc il y a eu tous ces débats avec William Peter Blatty, ils ont des débats tendus, hein, voilà. Et même encore après, ils ont eu, je crois que c'était à l'occasion du 25e ou 30e anniversaire de la sortie du film, on les a réunis tous les deux, je crois que c'est, je sais plus dans quel musée, à New York ou à Los Angeles, et à nouveau, eux redébattent, chacun défendant son point de vue sur les couples, notamment sur cette fin, etc. Moi, je pense que Friedkin, en réalité, le film que vous avez vu là, aujourd'hui, c'est le film qu'il voulait intégralement. Tout simplement. Et qu'au fil du temps,
ça devient une marque aussi, l'exorciste. Et William Peter Blatty se répandant en permanence dans les entretiens en disant il y a une meilleure version possible que. Vraiment, c'est un peu fatigant, quoi. Et puis Friedkin se retrouve au moment du 25e anniversaire, parce que tout ça commence vraiment en 98, au moment du 25e anniversaire, et l'apparition de la version dite longue en 2000. Il est pas idiot. William Friedkin, c'est aussi un homme d'affaires. Il a aussi besoin de défendre une position à Hollywood par rapport à d'autres films qu'il veut faire. Et il sait que l'exorciste est une valeur sûre qu'il peut réactiver. Et il se dit, s'il faut que j'en passe par ce travail-là, il va le faire. Donc finalement, il a accepté en précisant qu'il ne voulait pas que ce soit la director's cut. Je dis ça parce que c'est un micro-détail, mais qui est capital quand même. Oui, la version que vous n'avez jamais vue. Ok, ça n'engage à rien. Et donc on va avoir cette version, mais comme le disait Bernard, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que si vous êtes chez vous, vous voulez acheter un Blu-ray, etc., alors ça l'est un peu moins maintenant parce que c'est sorti dans sa version d'origine, c'est compliqué de voir l'exorciste d'origine, tout simplement. Et donc pour moi, à mon avis, et pour en avoir aussi un peu parlé avec lui, c'était vraiment pour des raisons objectivement bassement matérielles. Que William Peter Blatty arrête de parler. C'est quand même agréable. Après 30 ans, de moment où il a dit bon, c'est fini. Donc il a sa version. Parce que Peter Blatty a fait ses propres exorcistes entre-temps. Il était tellement énervé qu'il a tourné, il en a fait 3, il a une configuration. Voilà. Et 2, ça a permis aussi à Friedkin, au début des années 2000, qui au moment où vont arriver Bug, Killer Joe, mine de rien, ça coïncide aussi avec le dernier renouveau de William Friedkin, qui a connu les années 90, qui sont pas bonnes. C'est la traversée du désert de Friedkin, c'est pas les années 80, c'est vraiment les années 90. Et on pourrait dire que ses derniers coups d'éclat, qui correspondent plutôt aux années 2000, traqués, etc., en fait coïncident, alors je ne sais pas s'il y a rien que vous avez fait, mais coïncident avec le moment où il revient sur le devant de la scène, avec cette nouvelle version de l'Exorciste, où il concède de toute manière toutes ces séquences-là, parce qu'elles sont toutes dedans, et aussi des apparitions du démon partout. En fait, c'est la version de William Peter Blatty, c'est la version de Friedkin, mais au stabilo boss. Tout simplement. Et ça serait pas très grave, c'est que je pense que tout ce qu'a enlevé Friedkin, qui maintient le mystère, qui ouvre la discussion qu'on peut avoir, etc., c'est plus présent en fait dans la version de William Peter Blatty, mais parce que l'un s'interroge sur la question du mal, l'autre a envie de provoquer des conversions. À la fin, c'est que partant d'un objectif de départ différent, il est normal qu'il y ait des débats entre les deux à la fin. On va prendre une dernière question. Bonsoir, 2-3 remarques rapides. Déjà, bravo pour vos analyses qui sont très intéressantes. Concernant Max von Sydow, vous n'en avez pas parlé, j'aurais bien aimé savoir comment est-ce que Friedkin a été amené à le choisir, parce que je le trouve vraiment parfait dans le rôle. Concernant le découpage et le montage, j'ai l'impression que Friedkin, il a eu la modestie de se mettre pas mal en retrait en faisant son film. Il y a une espèce de facture assez classique dans les raccords et tout. Il y a 2-3 raccords qui m'ont fait sursauter et que j'ai trouvé beau, par exemple la calèche qui manque d'écraser le Max von Sydow justement au départ. Là, ça se passe en 2 plans, mais c'est très dynamique, très bien fait. Et peut-être que vous avez vu à d'autres moments des raccords où il y a des prouesses invisibles, mais des prouesses de mise en scène. Et dernière question, c'est sur c'est une remarque, c'est sur cette question de la foi. Vous dites que le démon essaye d'attaquer le père Karras sur sa foi, mais je trouve que plus il fait des espèces de tours de prestidigitation, plus il vient démontrer sa puissance magique, et donc plus quelque part il est une affirmation que s'il y a des démons, il y a aussi des dieux, et que le surnaturel existe. Donc quelque part mettre en doute si le point faible du père Karras est sa foi, en fait le démon par sa présence n'attaque pas ce point faible. Je pense que c'est plutôt du côté de la culpabilité, le fait qu'il s'est peut-être mal occupé de sa mère, etc., qui cherche à l'attaquer. Enfin voilà, il y avait juste cette question de la foi que je trouve mérite d'être recadrée. Et en tout cas, merci. Voilà. Merci. Alors, on répond très vite. Je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment. D'ailleurs, il y a la mère de Karras apparaît à la fin. Les moments où Karras, en fait, a du mal à tenir l'exorcisme ou à rester concentré, ou en tout cas à veiller à suivre les règles que lui donne le père Mérine, à savoir n'écoutez jamais ce qu'il vous raconte, ne le prenez pas pour vous, etc. Le point faible de Karras, évidemment, c'est la question de la mère. Et lui, en fait,
enfin, de cette manière, pour lui, ce qu'il a manqué avec la mère, il va y arriver avec sa mère, il va y arriver avec Reagan. Il y a une forme presque de rabat d'un personnage sur l'autre. Vous avez raison, la culpabilité est la chose absolument centrale chez Karras. Concernant Max von Sydow, ben oui, mais c'est tout bête, hein, c'est Friedkin étant fasciné par les grands cinéastes qui sont intéressés au mal, on pourrait dire, et par les cinéastes aussi un peu qui ont une affirmation de style un peu forte. On a parlé de Welles, hein, bon, bah, évidemment que La Soif du mal était un des films préférés d'Orson Welles. On a parlé de Psychose, Bergman, Le Septième Sceau, et La Source, hein, qui est aussi un film capital là-dessus. Et donc, dès le début, Friedkin savait que pour le rôle du père Karras, en tout cas, il voulait tout simplement Max von Sydow. Le problème, c'est que Max von Sydow, à l'époque, a 40 ans. Hein, donc, même si on a tous souvenir de Max von Sydow comme un acteur qui a toujours été vieux, il n'a pas toujours été vieux. Quand on voyait les films de Bergman, notamment La Source, c'est quoi, 53, La Source? Oh, c'est plus tard, mais... Plus tard, ouais. Bon, il est jeune, et donc voilà, donc Max von Sydow reçoit le script, il accepte, etc. Il part en équipe prévue de tourner en Irak. Lui aussi, parce qu'on parle souvent de Reagan et des heures de maquillage de Linda Blair, Max von Sydow, il a subissé aussi 3-4 heures de maquillage tous les jours, hein, pour en faire l'homme qu'il est. Et d'ailleurs, c'est un maquillage incroyable, très honnêtement. J'ai pas le sentiment qu'on voit de film qu'on est... Voilà. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que Dick Smith avait fait les maquillages 4 ans auparavant de Little Big Man d'Arthur Penn, et très franchement, si vous avez Little Big Man d'Arthur Penn en tête, j'adore le film, hein, mais voilà, le vieux au début, ça aurait pu ressembler à ça, Max von Sydow. Et là, on voit vraiment le latex, on voit Dans Little Big Man, il a 121 ans. Il a 121 ans. Là, il en a 70. Parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi ça ressemble, quoi. Oui. En fait, c'est ça. On n'a pas de modèle. Donc, voilà. Il a inventé un modèle à 121 ans, on ressemble. Donc voilà pour Max von Sydow, et qui a, voilà, et a priori Friedkin, ça s'est exposé un peu tout à l'heure, c'est que le montage est génial dans L'Exorcisme, et surtout, mais presque plus que le montage, c'est le rythme. C'est-à-dire que c'est la musique du film. Et quand je dis musique, c'est pas la bande originale, c'est la musique. C'est qu'il y a une espèce de science de Friedkin incroyable dans cette façon dont il a d'alterner des séquences où d'un seul coup on en prend plein la figure. Et justement, il coupe, comme disait Bernard, toujours un peu avant le moment où n'importe quel autre cinéaste aurait coupé. Et d'ailleurs, il y avait 2 raisons à ça. D'abord, il coupe toujours pour que, après un moment de furie ou d'hystérie, succède à un moment de silence absolu. Et l'effet est absolument génial, ça arrive à 2-3 reprises comme ça, hein. C'est en coupant vraiment un tout petit peu avant qu'on a cet espèce d'effet, hein. C'est vraiment l'alternance entre la fureur et le silence, c'est une écriture de musique, la mise en scène, hein, quand même. Et puis l'autre chose que je trouve intéressante dans la gestion de la mise en scène de Friedkin, c'est presque indépendamment du rapport, hein, qu'il a comme ça au montage, à la musique, à toutes ces choses-là, c'est qu'il avait conscience qu'il ne faut pas filmer trop longtemps le visage de Reagan, ou ses apparitions monstrueuses, ou ses déformations, ou tous ces moments monstrueux. Et que vous remarquez qu'en fait, très souvent, c'est comme pour le montage, elle apparaît, mais un amateur de films d'horreur, voilà, un peu geek avec pizza dans le canapé, se dit, oh, c'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus quand même de Reagan. Et en fait, l'intelligence de Friedkin, mais ça revient un peu à ce qu'on se racontait au début, c'est qu'il ne veut pas, s'il est très soucieux sur la question de l'identification dans le film, à quoi on s'identifie, on endure et la survie, on s'en fout, quel personnage principal, Karras, etc. etc. L'autre danger dont il avait extrêmement peur, c'était qu'on s'accoutume au démon. Et que si pendant 1h50, à chaque fois qu'on rentre dans la chambre, on tombe sur un visage de plus en plus horrible, à la fin, bon, c'est pas qu'on est blasé, c'est qu'en fait on s'habitue visuellement à l'image du démon, et donc s'habituant visuellement, on s'habitue aussi à l'horreur que ça produit. Et on se rend compte que Friedkin coupe toujours un tout petit peu avant ce temps d'habitude. On ne peut pas se dire à la fin, oui c'est bon, j'ai compris comment est Reagan, ça va, plus rien ne me fait peur, c'est pas vrai. Elle doit toujours rester à la fois choquante, dérangeante, visuellement parlant. Et ça, c'est une des grandes peurs qu'avait Friedkin, c'est que le problème souvent dans les films d'horreur et les films de monstres, c'est qu'on voit trop les monstres. C'est pas qu'on voit à quoi ils ressemblent, c'est qu'on les voit trop longtemps. Ils restent trop longtemps à l'écran, ce qui fait que la peur qu'on avait au bout de 10 minutes, c'est considérablement édulcoré au bout de 1h40, c'est qu'on a compris à quoi ils ressemblent. À moins qu'on en fasse quelque chose, c'est un autre débat. Et ça, c'est un exemple de montage, hein, parce qu'il faut me rappeler que Friedkin avait des monteurs, hein, où
4 monteurs. Voilà. Mais que c'est quand même lui qui montait le film. Comme tous les grands cinéastes, il n'y a pas un plan à l'image près qui se fait sans qu'il ait décidé que c'est là qu'on coupe et c'est là qu'on arrête, quoi. Friedkin disait, sur un tournage, je peux être tyrannique, mais alors au moment du montage, je suis un vrai dictateur. Voilà. Bon, mille merci Jean-Baptiste Auré. Merci à vous.